très content de voir qu'il y a toujours plus de monde. On est très content d'avoir des nouveaux. Petite précision, il y a des nouveaux, donc je suis très content de les accueillir. Il faut s'inscrire sur l'invitation qui vous est envoyée, ou alors m'appeler pour être sûr de... Si vous venez, vous prévenez que vous venez. En fait, le groupe il va être fermé bientôt. On va arrêter d'inviter des nouveaux gens, quoi. Nouveaux gens. Participants, c'était bien. Mais j'aime pas trop participants parce que ça fait moins tribu, tu vois. Ouais, ça fait l'autre con, là. Oh, pardon. Ça va passer à la caméra? Salut, Léandre. Hein. Puis on est content d'avoir des nouveaux, mais ce qui est bien, c'est voilà, de s'inscrire. Pour nous, c'est quand même important. Vous savez bien, ici, c'est gratuit. Vous venez, on partage avec vous ce qu'on a envie de partager. On vous aime bien, on aime tout le monde. Mais il faut s'inscrire, c'est le minimum des choses. Tout le monde, hein. Il n'y a pas de passe-droit. Hein. Donc aujourd'hui, on va parler du Varroa et de la gestion de cette saloperie. Donc je ne me sentais pas compétent pour vous parler clairement du Varroa. Je pense que j'ai la chance d'avoir un excellent vétérinaire qui s'occupe de tout ce que j'ai besoin. Et donc Nico qui est là aujourd'hui. Et je pense qu'il faut lui faire un accueil sympa parce que il prend sur lui pour venir aujourd'hui. C'est quand même bien, quoi. Ouais, on va lancer le là. C'est bien, j'ai un chauffeur de salle maintenant. Plus ça va, mieux ça m'arrange. Donc je vais laisser la parole à Nico. On va faire comme on fait habituellement. Hein, vous êtes d'accord? On va le laisser parler. On va le laisser exposer ce que lui il a à dire sur le Varroa, la façon qu'il faudrait qu'on travaille tous. Et puis ensuite, on fera un petit question-réponse comme on fait habituellement. Vous pourrez poser encore une fois toutes les questions que vous voulez, essentiellement sur le Varroa. Et puis s'il y a d'autres questions après, on en parlera ensemble, quoi. Voilà. Merci Nico. Alors merci Bruno. Alors c'est sympa, hein. Je remercie Bruno quand même de m'avoir invité à cette tribune. Alors je suis désolé, j'ai un peu un accent un peu plus au nord, encore même. Donc voilà, moi je suis Nicolas Lucas, je suis vétérinaire à Crèvecoeur-le-Grand, vétérinaire rural initialement, et puis je me suis retrouvé embringué dans les abeilles il y a une paire d'années maintenant, par des vétos des Hauts-de-France, notamment Claude Joly et Tristan Colomval, qui cherchaient des participants à une formation sur les abeilles parce qu'il manquait un gars pour que la réunion ait lieu. Il manquait une personne. Bon, moi, je me suis dit, je vais aller voir ça. Moi, j'aime pas trop les abeilles, ça pique. J'étais pas fan, mais bon, en général, ils servaient de la bière à la fin qui était plutôt agréable. Et je trouve que c'est toujours un peu comme ça que ça démarre l'apiculture, pas vraiment sainement, on va dire, toujours autour de la bière. Puis c'était les formations BABA en apiculture. Puis après, je me suis dit, tant les chiens, les vaches, je connaissais, les abeilles, je connais pas. Puis si je veux faire un peu d'abeilles, il faut acheter une ruche pour voir un petit peu comment ça se manipule, quoi. C'est un peu différent. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis petit à petit, j'ai eu aussi des ruches à titre personnel. Et puis j'ai fait d'autres formations en apiculture, dont un DIE en apiculture, une spécialisation en apiculture à Nantes, DIE d'apiculture et de pathologie apicole. Et ça, c'était il y a 2 ans. Et donc, maintenant, je fais un peu d'apiculture aussi à titre vétérinaire professionnel. Il n'y a pas énormément de maladies dont on parle en apiculture. Je ne sais pas si vous avez suivi, là, mais il y a quelques jours, on a trouvé Aetynote humida à La Réunion. Donc c'est un danger sanitaire de première catégorie qui va relancer peut-être un petit peu l'intérêt pour les pathologies apicoles. J'espère que ce sera très vite géré à La Réunion et qu'ils ne seront pas embêtés vu qu'ils ont découvert le Varroa il y a 4-5 ans. Donc ça tombe régulièrement quand même sur une apiculture qui n'est pas forcément aussi bien organisée qu'on peut l'avoir ailleurs. On va se cantonner aujourd'hui au Varroa, c'est ce qui nous embête tous à l'heure actuelle.
Et pour autant, on en parle depuis une paire d'années. Et malgré tout, on n'arrive toujours pas à l'éradiquer. On ne l'éradiquera probablement jamais. On sera habitué à vivre avec, plus ou moins bien. Aujourd'hui, je vais essayer de reparler un petit peu du cycle de vie du varroa, parce qu'il faut en reparler un minimum pour comprendre comment on peut le gérer derrière. On va surtout parler des bonnes pratiques de traitement et des différents traitements qui sont utilisables sur le terrain. Parce que c'est ce qui vous intéresse en règle générale, c'est comment faire en sorte que mes ruches puissent passer un hiver sain une fois, et une autre fois l'année prochaine, et encore une fois l'année d'après, qu'on ne soit pas embêté avec une accumulation de varroa. Et quel traitement on peut utiliser, qu'est-ce qui est sain pour nous, qu'est-ce qui est sain pour le consommateur, qu'est-ce qui est sain pour les abeilles. N'hésitez pas à m'interrompre si vous ne comprenez pas ou si vous avez une question à un moment donné, s'il y a des termes qui ne vous sont pas, on va dire, communs. Alors le varroa, c'est arrivé dans les années 80 en France, donc il y a des gens qui ont dû le connaître, le varroa, et qui ont dû surtout connaître les périodes avant varroa. La grande apiculture, où tu n'avais pas de problème, où tu démarrais une mielée, si tu avais envie, dans le sud de la France au 15 février, et tu la finissais également au sud de la France, mais peut-être en étant passé par Chantilly, entre deux, au 15 octobre, avec des ruches qui n'avaient aucun souci, qui faisaient des abeilles tout le temps et qui s'écroulaient jamais. Et puis dans les années 80 est arrivé le varroa, qui s'est développé dans les colonies à la même vitesse, voire plus vite que le couvain des abeilles. Et donc ça a écourté considérablement les saisons, parce que petit à petit, on surchargeait nos colonies en varroa, et donc si on faisait rien, elles s'effondraient. Peut-être pas la première année, parce que elle démarrait de bas, mais l'année d'après, elle démarrait d'un peu plus haut. Et puis voilà, on arrivait au seuil létal. Et au bout de 2-3 ans, on avait un effondrement de colonies majeur. Bon, on avait des néonicotinoïdes aussi qui nous aidaient pas à cette époque-là. Un petit cocktail détonnant qui affaiblissait pas mal nos colonies d'abeilles. Puis quand on reprenait dans les livres, avant on arrivait à faire 100 kg de la ruche, puis d'un seul coup la moyenne nationale redescendait en dessous des 20 kg de la ruche. Et donc on s'est dit, il va falloir quand même s'occuper un petit peu du varroa. Et on ne le connaissait pas ce parasite-là, parce qu'il n'était quand même pas beaucoup étudié. Il a fallu comprendre son développement dans nos colonies, pourquoi nos colonies y étaient sensibles, alors qu'en Asie, a priori, les abeilles résistaient beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on allait faire pour pouvoir lutter? Parce que dans l'urgence, il fallait certes comprendre comment ça vivait, mais aussi comment on pouvait l'éliminer. Il n'y avait quand même pas beaucoup de laboratoires qui avaient travaillé sur le problème, vu que ça n'était pas un problème. Donc ils n'avaient pas mis d'argent sur la table pour chercher des molécules. Donc c'est les apiculteurs qui ont démarré à utiliser un certain nombre de molécules, ils les ont essayées. Alors on a gardé on ne retient que les molécules qui ont à peu près marché sur le varroa, l'amitrase en tête de liste, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont été essayées. Alors depuis, on a eu un peu de recul quand même. Il y a des chercheurs qui ont travaillé dessus. On a bien compris la biologie du varroa, on a bien compris la sensibilité à certaines molécules, l'absence de sensibilité des abeilles, on va dire, aux mêmes molécules, parce que le but c'était quand même de tuer un acarien en affaiblissant pas trop un insecte, ce qui est quand même globalement les mêmes familles de bestioles. Donc on a moins de mal à tuer des poux sur la tête d'un chrétien, parce que l'insecticide attaque moins le chrétien. Bon. Alors je vais vous reparler un petit peu du cycle. Brièvement, on ne va pas faire un cours formel, je n'ai pas de PowerPoint, pas de paperboard, donc je ne voulais pas vous assommer avec ça. Ouais, mais le but c'est pas de faire un cours magistral. Les tableaux, on n'est pas très tableau. Ouais. On fait trop l'école. Non. Mais je vais vous reparler quand même des bases parce qu'il faut les comprendre et elles ont un intérêt pour nous dans le suivi des populations de varroa. Vous savez que le varroa, il existe sous deux formes. Une forme phorétique, qui est sur les abeilles adultes, et une forme, on va dire, larvaire et de multiplication, qui est dans le couvain.
Alors le terme phorétique, ça vient de la phorésie, qui est un parasitisme. En gros, on a considéré initialement que le varroa que l'on voyait sur les abeilles adultes, c'était un tic, comme sur un chien, et donc que c'était un parasite. C'est un terme qui est un petit peu galvaudé maintenant, qui n'est plus forcément aussi vrai que ça, parce que quand le varroa est aussi dans les larves, il est également un parasite. Donc, est-ce qu'il n'est phorétique que quand il est sur les abeilles adultes ou que quand il est dans le couvain? Grande question. On va garder ces deux termes-là quand même. Ces deux phases-là, toujours. Donc, dans le couvain, il y a la multiplication du varroa. Une femelle varroa fécondée rentre juste avant l'operculation de la larve, va y pondre des œufs progressivement à partir d'une douzaine d'heures. Alors, bon, le timing précis n'est pas à retenir, mais on a un premier œuf qui va devenir un mâle, alors une protonymphe, une deutonymphe, une forme de varroa qui va pouvoir se multiplier, et petit à petit, on a des larves de femelles qui sont également pondues, progressivement, qui vont être fécondées par le mâle qui est dans la cellule. Donc ne sortiront de la cellule que des femelles qui seront fécondées. Si au moment où la larve d'abeille sort, éclot, il reste des larves de varroa qui ne sont pas fécondées, elles vont mourir. Le mâle va mourir également. Et ces femelles fécondées vont aller contaminer d'autres cellules ou aller se mettre sur les abeilles. C'est la phase phorétique. On imagine bien que plus la phase larvaire de développement de l'abeille est longue, plus il peut y avoir de varroa qui vont se multiplier dans la cellule operculée. C'est comme ça que d'une larve d'ouvrière, on va avoir en moyenne 3 femelles varroa qui vont pouvoir ressortir, et d'une larve de faux bourdon, 24 jours au lieu de 21, on va en avoir 5. C'est pour ça que le couvain mâle multiplie plus le varroa dans la ruche que le couvain femelle d'ouvrière. C'est pour ça aussi que les varrois vont d'abord dans le couvain mâle pour aller se multiplier, parce que le but ultime du varroa, c'est comme chez l'homme, hein, c'est de se multiplier. La reproduction, c'est notre leitmotiv à tous. On ne reste pas tout seul pour rien. Donc, voilà, ils préfèrent le couvain mâle, et c'est pour ça qu'on a des techniques zootechniques d'élimination du varroa avec l'élimination du couvain mâle, le piégeage en couvain mâle. Donc, on comprend bien que c'est aussi une multiplication qui va être exponentielle. On met un varroa dans une cellule, il en sort minimum 3, voire 5. Vous imaginez bien qu'à chaque cycle de 21 jours, on multiplie la population de façon très exponentielle. D'où les mesures zootechniques qu'il faut intégrer, qu'on doit démarrer du plus bas possible pour ne pas arriver trop haut à la fin. On considère globalement qu'une ruche, tant qu'elle est en dessous de 2000 varrois, on n'aura pas de signe clinique de varrose. Je redéfinis un petit peu la varrose. La varrose, c'est l'expression clinique de la présence du parasite. On peut avoir un parasite qui n'entraîne pas de pathologie. Un chien qui a une puce, pas trop embêté. Quand il commence à en avoir 4 ou 500, c'est plus problématique. Donc on passe de la présence d'une puce à la pulicose, la maladie liée à la présence des puces. Et donc la présence du varroa va donner la varrose quand on a trop de varroa dans la ruche. Alors la varrose, ça peut abîmer le couvain, mais ça peut aussi favoriser la présence d'autres pathologies avec les virus, notamment le virus des ailes déformées. C'est souvent comme ça qu'on reconnaît la présence de varroa visuellement quand on ne fait pas de comptage. Quand on dit 2000 varrois dans la ruche, ce n'est pas seulement 2000 varrois phorétiques. Il faut compter aussi les varrois qui vont éclore dans les jours qui viennent. Et étonnamment, quand on regarde, il y a des fiches qui ont été plutôt bien faites, on va dire, par les groupements techniques vétérinaires, mais les laboratoires type Vetopharma ou la SNGTV, qui nous montrent que quand on commence
à avoir des varrois qui sont, on va dire, présents en nombre important au démarrage, par exemple 500 varrois dans une ruche au mois de janvier-février, on dépasse notre seuil théorique critique de 2000 varrois à partir de mi-mai, avec la montée exponentielle. Moins on en a, plus le seuil sera tardif. Plus il sera tardif, mais il sera toujours existant. On finira toujours par dépasser notre seuil critique. Le problème, c'est que quand on en a peu et qu'on ne traite pas, l'année d'après, la colonie, elle ne s'est peut-être pas écroulée. Il y a sûrement des varrois qui sont morts pendant l'hiver, rupture de ponte, machin chouette. Sauf que là, on va démarrer à 2000 varrois. Bon, là, on n'ira pas jusqu'au mois de mai. Hein. On finira pas la mielée de printemps, c'est sûr. Et donc, on en arrive très vite au point qui va nous intéresser, nous. C'est comment on sait que notre ruche, elle est infestée, de combien elle est infestée, qu'est-ce que je peux faire pour limiter l'infestation. Il n'y a pas 50 solutions. Pour savoir si elle est infestée, il faut compter. Idéalement, pour savoir combien il y a de varrois réellement dans une ruche, il faudrait tuer toutes les abeilles, les secouer dans l'alcool, compter tous les varrois qui tombent, désoperculer tout le couvain, compter tous les varrois qu'il y a. Bon, on aura bien le bon nombre de varrois et on aura tué toute la ruche. Donc ça, c'est réservé à de l'expérimental. Donc ça, on ne peut pas faire ça. Donc on est obligé d'utiliser des méthodes qui vont approcher un peu nous donner une idée du nombre global de varrois. Vous connaissez la méthode la plus simple, le lange graissé ou la plaque sous le plancher Nico, qu'on met en dessous, on laisse ça 24 heures et on regarde le nombre de varrois qui sont tombés. C'est facile, tout ce qui est facile, c'est pas forcément fiable, parce que ce serait trop simple. Alors pourquoi c'est pas forcément fiable? Déjà parce qu'il faut que les varrois ils aient envie de tomber. Les varrois ils tombent sur la plaque. Vous imaginez bien qu'une journée où il fait 14 degrés, il pleut, toutes les abeilles elles sont dans la ruche, toutes celles qui ont décidé de perdre un varrois, il va tomber. Le lendemain, beau soleil à partir de 7 heures du matin, il y a 20 000 abeilles dehors, les varrois ils vont partir aussi avec les abeilles elles meurent dehors. Ce varroa qui est tombé dehors, il n'est pas tombé sur notre plaque. Ça, c'est une chose. Donc, il y a un biais de ce côté-là. La taille des trous. Si le varroa, il n'est pas trop bête, il tombe. Oh, sur un pont, il n'est pas tombé dans le trou du plancher. Donc, il ne tombe pas sur la plaque en dessous. Donc, il y a aussi une corrélation à faire. Si les trous ils sont bouchés avec de la propolis, on a beau mettre une grille en dessous, il n'y a pas de varroa qui tombe. Tout ça pour vous dire qu'on a mis un plancher, au bout de 24 heures, on a trouvé un varroa ou 10 varrois, ça dépend qui a fait l'analyse. Et ce n'est pas comparable d'un apiculteur à l'autre. Ce n'est pas non plus comparable s'il y en a un qui le fait le 15 mars et l'autre le 15 avril. Parce qu'avec un cycle de couvain d'écart, à cette époque-là, le nombre de varrois qui sont présents sur le lange en dessous ou sur la plaque, il n'aura pas la même signification. Mais c'est une méthode d'approche facile à faire quand on a des planchers Nico. Quand on a des planchers pleins, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on va parler plutôt de la méthode, on va dire, par comptage sur des varrois phorétiques, mais sur les abeilles qu'on aura prélevées nous. C'est des produits, c'est des systèmes de ce type-là. On va compter à peu près 300 abeilles, excusez-moi. Donc c'est simple, dedans il y a deux petits traits, un petit trait à 200 et le deuxième à 300. Quand on met 300 abeilles dedans, on les plonge dans un liquide qui va tuer les abeilles et surtout décrocher les varrois. On secoue et on compte le nombre de varrois qui vont être présents dans le fond. Il faut bien choisir les abeilles qu'on va prendre. Idéalement, on va aller prendre des abeilles dans la ruche, pas forcément dans la hausse, mais plutôt celles qui sont à proximité du couvain, parce que les varrois sont plutôt présents sur les abeilles, les nourrices, qui vont être proches des larves, parce que leur but à eux, c'est de rentrer dans le couvain, donc ils ne vont pas se mettre à la 5e hausse. Ça ne les intéresse pas beaucoup. Donc on va aller prélever nos 300 abeilles, on met de l'alcool dedans, on secoue, on regarde ce qu'il y a en dessous.
Bon, avec l'alcool, les abeilles, elles sont mortes. Il y a des techniques un petit peu moins brutales avec le sucre glace ou le CO2. Le sucre glace, c'est aussi faisable. Bon, ça en tue toujours une partie hein, des abeilles. Il y a toujours 10-15% des abeilles qui meurent. Avec le sucre glace ou le CO2, bon, ça en tue un peu. C'est pas la totalité aussi. C'est pas la totalité. Mais C'est un peu moins choquant pour certains, c'est ça. voilà, c'est une question de c'est ce que nous, on peut accepter. Savoir que sur une ruche qui fait 60 000 abeilles, on va tuer 300 abeilles, ça ne va pas être la mort. Surtout si ça nous donne rapidement une estimation qui va permettre de traiter la ruche et de la sauver. C'est un mal pour un bien. Sur ce tableau-là, vous avez la comparaison des différentes techniques et les seuils d'alerte en fonction des saisons. Nous, on aime bien le comptage varrois, et on sait que si on trouve nos varrois en secouant, si on trouve 3 varrois au mois de février, sur des abeilles où il ne devrait pas y en avoir, ça fait beaucoup, beaucoup. 3 varrois pour 100 abeilles. Hein. Donc dans notre machin, on a mis 300 abeilles, on a secoué, on trouve 9 varrois au mois de février, c'est compliqué. Bon, il n'y a personne qui va faire un comptage comme ça au mois de février, on ne va pas ouvrir les ruches, aller prendre des abeilles. Mais par contre, à notre période, à l'heure actuelle, si on est à plus de 3 varrois sur 100 abeilles, donc plus de 9 varrois trouvés dans l'EasyCheck, là, on sait qu'il faut faire un traitement d'urgence parce qu'on aura des conséquences. Si on est maintenant, ça c'est pas. Alors là, c'est maintenant, juillet, fin de saison, juillet-août. C'est large, vous allez me dire, c'est 2 mois. Ça peut être un cycle encore de nouveau, quoi. Ouais. Mais, Bah, alors, le mieux, c'est de le faire sur toutes les ruches. Tu peux pas échantillonner, quoi. Si tu as 300 ruches, il faut forcément le faire sur sur toutes les ruches, parce que l'échantillonnage, il va te donner un pourcentage, et ça va être une statistique. Et si tu veux vraiment avoir un truc adaptable, la statistique, elle ne peut pas marcher. alors, il y a 2 façons de voir le comptage. Est-ce qu'on fait un comptage pour connaître quelle ruche est pouilleuse et doit être traitée en urgence, et dans ce cas-là, il faut les faire toutes. Est-ce qu'on fait un comptage pour voir quel traitement on va faire en fin de saison, savoir si on va devoir le faire précocement, si on va devoir faire éventuellement un traitement de rattrapage, ou est-ce qu'on fait un comptage pour vérifier l'efficacité de notre traitement? Dans ce cas-là, on va avoir un échantillonnage qui va être différent. Il y a un nombre de ruches, par exemple, là, il y a un tableau qui nous donne qu'entre 6 et 20 ruches, il faut au minimum faire 5 ruches sur le rucher pour avoir une représentativité de la population globale. Si tu as moins de 5 ruches, il faut les faire systématiquement. Si tu as plus de 20 ruches, il faut faire au minimum 8 ruches. Ça nous donne une valeur globale de l'infestation dans le rucher. Si on est en sélection, pour sélectionner des abeilles qui seront plus tolérantes au varroa ou plus nettoyeuses, il faut faire systématiquement toutes les colonies. On est d'accord là-dessus. Mais pour définir notre politique, par exemple, de dire j'emmène des ruches à la lavande. On sait que si on a plus de 5 varrois aux 100 abeilles, on va imputer de au moins 5 kg la production de lavande, donc 25%. On va sélectionner les ruches qui n'auront pas de varrois. Et dans ce cas-là, on pourra compter tous les vins. Imaginez bien que si vous avez 1500 ruches, c'est long compter. Parce que même si ça va vite, même si globalement, quand tu as un peu l'habitude, 2 EasyCheck et un bon de. Le matériel qui va à côté, quelqu'un qui te vire l'alcool, qui compte les varrois, tu en as à peu près pour 1 minute par ruche, ça prend un peu de temps de compter des varrois. Mais c'est important à faire. On ne peut pas travailler sur le varroa sans avoir dénombré les varrois qu'on a dans nos ruches. C'est d'ailleurs le problème des apiculteurs qui ne regardent pas ce qu'il y a comme varroa dans une ruche. Une ruche ou une colonie, celle qui est dans le trou de la brique de l'église, qui est vivante depuis des générations, on l'a toujours connue là, elle ne meurt jamais, le varroa ne l'impacte jamais. Il y a toujours des abeilles au printemps. Oui, le trou se colonise,
La colonie meurt tous les ans et on en a une nouvelle, ou pas, on n'en sait rien. Personne ne va vérifier pendant l'hiver. Nous, si on veut maintenir nos colonies en bonne santé, il faut qu'on sache combien il y a de varroa et si traitement il y a besoin de faire. Alors, je vais vous parler tout de suite de traitement derrière. Quand je dis traitement, ce n'est pas forcément traitement chimique. Ça peut aussi être traitement zootechnique ou chimique, mais avec des molécules d'origine plus naturelle, qui peuvent être synthétisées par la chimie après. Parce que notre objectif, c'est d'arriver à faire hiverner une colonie avec combien de varroa à peu près, vous le savez? Le moins possible. Le moins possible, dans l'idéal. 1% de ce qu'il y a avec. C'est 3 à 4 varrois maximum. Jour, qui tomberait jour. 4 varrois, c'est 4. À l'automne. Bah non, idéalement, la ruche. S'il y a 4 varrois, si on trouve 4 varrois, il y en a 400 à l'intérieur. potentiellement, ça dépend de la colonie, de la taille d'abeilles et de la présence ou non de couvain. On considère à l'heure actuelle que si on arrive à faire hiverner une colonie qui a moins de 50 varrois tout compris, c'est-à-dire qu'on va arriver, on va dire, 15 décembre, plus de couvain, en théorie, toujours. S'il reste 50 varrois sur les abeilles, on démarrera avec une pression varrois qui sera suffisante, enfin suffisamment faible pour qu'on arrive à la mielée d'été sans avoir eu de signes cliniques de varrose avant. En moyenne, sur toutes nos ruches, pour une saison météo à peu près convenable. Donc il faut qu'on arrive à ce seuil-là. Vous savez qu'on a différents traitements possibles qui sont à des degrés d'efficacité variables. Il n'y a aucun traitement qui marchera à 100%, parce que ça n'existe pas, parce qu'il y a toujours des individus qui sont plus résistants que d'autres aux molécules qu'on utilise. Les molécules qu'on va utiliser qui vont être synthétisées par la chimie et pour lesquelles les médicaments, les industries pharmaceutiques ont développé des médicaments qui vont être utilisés par les apiculteurs pour lutter contre le varroa. En général, on est à 95% d'efficacité minimum pour avoir le droit d'appeler ça un médicament contre le varroa. Dès qu'on est sur des molécules qui sont utilisables en apiculture biologique, on descend à 90%. Il faut être plus que 90% pour s'appeler médicament utilisable contre le varroa en apiculture biologique, globalement. Il y a déjà un petit biais. 5%, c'est beaucoup. On part de 100 varrois, on en tue 95, il en reste 5. On part de 1000, on en tue 95, il en reste 50. Il nous reste déjà 50 varrois. Nous, on veut qu'il en reste que 50 à la fin. Mais 1000, quand on reprend ma courbe, si on démarre avec 500 varrois, 1000, on les atteint en mois de mai. Ça veut dire qu'en gros, il faut mettre nos apivars au mois de mai. Casse-pied, sachant qu'on ne peut pas mettre les hausses sur l'apivar. Bon, si on démarre avec 50 varrois initiaux, 1000, on les atteint au mois de septembre. C'est déjà mieux. Si on arrive à traiter au moment où on est à 2000 varrois, déjà 95% d'efficacité, il nous en reste 100 à la fin. Dans le meilleur des cas, si le traitement a marché au mieux, avec une molécule, un médicament de type apivar. Si on a un médicament utilisable en apiculture biologique qui a 90% d'efficacité, on part de 2000, il nous en reste 200. Moyen, quoi. Il va falloir qu'on fasse autre chose. On ne pourra pas laisser nos 200 varrois, parce que sinon, on est parti de 50, on l'a traité à la fin, il nous en reste 200, puis l'année d'après, on démarre à 200, et puis là, c'est bon, au bout de 3 ans, on a fait quelque chose qui va. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien intégré, c'est qu'on n'aura jamais un médicament qui sera efficace à 100% et qui nous nettoiera la ruche nickel, quel qu'il soit, légal ou pas légal. Après, on a des méthodes qui nous permettent d'augmenter l'efficacité des traitements. On sait que les varrois qui vont être le plus sensibles, c'est les varrois qui sont à l'extérieur du couvain. Parce que les molécules, elles ont du mal à aller dans le couvain. Il y en a certaines qui sont lipophiles, qui passent à travers la cire et qui vont attaquer le varroa dedans. La mitrase, par exemple, l'acide formique passe à travers les opercules.
mais n'a pas une efficacité aussi importante dedans. Donc l'idéal, c'est qu'il n'y ait plus de couvain, parce que le traitement marche beaucoup mieux quand il n'y a pas de couvain. Quand on prend l'acide oxalique, qui va avoir une efficacité hors couvain d'à peine 50%, enfin en présence de couvain d'à peine 50%, parce que tous les varrois qui sont dans le couvain ne sont pas touchés, on tue que les phorétiques. Hors couvain, on va tuer que les phorétiques, mais avec une efficacité de l'ordre de 98-99%. D'un seul coup, on a une efficacité qui est réellement valable. Si on est en saison, on pourrait faire un encagement de reine qui nous permettra de ne plus avoir de couvain et donc de repartir comme si on était sur un essaim nu et de faire un oxalique qui aura une très bonne efficacité. La période d'utilisation et les pratiques de l'apiculteur vont définir l'efficacité de son traitement. Ça, c'est les grandes bases. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sous la main? Parce que nous, là, ce qui nous intéresse, c'est on va retirer les hausses en 10 jours. Il va falloir traiter le plus tôt possible. On nous dit qu'il faut traiter le plus tôt possible, et les courbes le disent. Plus on traite tôt, plus on éliminera un nombre important de varrois. Enfin, surtout, les varrois ne se seront pas trop multipliés en plus. J'imagine que vous avez déjà prévu ce que vous allez faire comme traitement contre le varroa, parce qu'en général, il faut le commander un peu à l'avance. Il y a un site qui est très bien fait, c'est le site de l'ANSES, sur lequel vous tapez, ça doit être IRCP ANSES, et vous tapez l'espèce concernée par le médicament que vous voudriez, vous tapez abeille, et vous avez la liste actualisée de tous les traitements qui sont autorisés en France chez l'abeille. Alors autorisé, ça ne veut pas forcément dire disponible, parce que les laboratoires ne vendent pas forcément, ils ont l'autorisation de le vendre en France, mais si ce n'est pas un marché qui les intéresse, on ne les aura pas. Je pense par exemple au Bivarol ou un truc comme ça, c'est utilisé dans d'autres pays, mais on ne l'a pas chez nous. En France, globalement, vous les connaissez, les traitements qu'on utilise et qu'on a le droit d'utiliser, en type lanière avec de l'amitrase. En tête de fil, on a l'apivar, l'apitrase, on a du tofuvalinate, l'apistan. On avait le polyvar yellow. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler, ces espèces de grilles d'entrée. Les abeilles passées se mettaient le produit, mais la vente s'est arrêtée parce que ça n'a pas pris. C'était une permétrine. Ça avait l'avantage d'être une molécule différente. Et puis après, on a les acides organiques, qui sont, eux, utilisables en apiculture biologique, l'acide formique et l'acide oxalique. Le thymol, à l'heure actuelle, de tête, le Thymovar n'est plus disponible, et on n'a plus de thymol disponible en dispositif directement utilisable. Et donc la pile A20, elle n'existe plus? Alors, pour moi, il est toujours autorisé en France. Je ne sais pas s'il est disponible, si on peut l'avoir. C'est pas la Piguard qui remplace? Pour moi, la dernière fois que j'ai regardé, je n'arrivais pas à en acheter. Donc, à voir. Peut-être ça va revenir ou pas. Tant que c'est autorisé, ça peut revenir du jour au lendemain. Et après, on avait un mélange de plusieurs acides organiques. Et je vais avoir mangé le nom. Non, Varomède. Qui est un mélange à mettre en liquide au-dessus. Qui a été en rupture pendant un moment. L'utilisation de sur le site de l'ANSES, vous trouvez ce qu'on appelle les RCP, les résumés des caractéristiques des produits, qui nous donnent le guide des bonnes utilisations de ces produits et s'ils ont une autorisation de mise sur le marché, cette AMM. Certains produits sont à utiliser sous différentes formes. Bon, les lanières, c'est à mettre dans une ruche, mais quand on a de l'acide oxalique sous forme de poudre, il peut être à administrer sous forme de dégouttement ou en sublimation, par exemple. Vous avez les différentes procédures d'application et les conditions de sécurité. On va revenir un peu là-dessus après, parce que
peut le faire maintenant, hein, mais sur un dossier d'AMM, pour qu'un médicament soit utilisable sur le marché, il faut qu'il ait en premier lieu une certaine efficacité. On en a parlé, 95% ou 90% selon le type de molécule. Il faut aussi qu'il ait une certaine innocuité pour les abeilles. S'il tue toutes les abeilles, aucun intérêt. Il faut aussi qu'il ait une innocuité pour le mec qui le met. S'il tue l'apiculteur à la première ruche, aucun intérêt. Il ne va pas pouvoir finir son boulot. Voilà, donc en fait, il aura sauvé une ruche, mais pas les autres. Bon, problème. Avoir autant d'apiculteurs que de ruches, c'est compliqué. La main-d'œuvre manque. Ça paraît bête, mais quand on commençait dans les années 85-90 à faire de la sublimation avec de l'amitrase mélangée dans du gasoil, sans masque, bon, il y en a qui ont de l'idée hein, quand même. Il faut qu'il y ait du vent hein, pour évacuer. Bon, ça, on pourrait dire c'est l'apiculteur qui a choisi de traiter. Bon, dans les années 50, les agriculteurs, quand ils pulvérisaient en jeep devant eux, dans les champs, bon, ils ont tous eu des cancers, ils sont tous morts. Bon. Ça marchait bien. Ça marchait bien. Notre problème, c'est que nous, on veut certes faire en sorte que nos abeilles elles se déparasitent, qu'on ne meure pas, mais aussi que le consommateur qui achète le miel, il ne mange pas des produits trop toxiques, quoi. Il a envie d'acheter un produit naturel. On a la chance, en tant qu'apiculteur, d'avoir cette aura, c'est que les clients, les consommateurs de miel et de produits de la ruche, ils pensent que c'est un produit sain et naturel. On a une super image de marque. Il ne faut pas la casser. Il ne faut pas faire trop de conneries pour pas que voilà, qu'on descende de nos piédestals et qu'on leur vende trop de la merde toxique. Donc il faut que le consommateur n'ait pas de résidus de produits phytopharmaceutiques, quels qu'ils soient, dans le miel, à des doses toxiques pour lui. Donc c'est vraiment ces piliers efficacité, innocuité pour les abeilles, innocuité pour l'opérateur apiculteur et innocuité pour le consommateur qu'il faut bien maîtriser. Et quand on passe un dossier d'AMM, le laboratoire, il doit prouver tout ça. On a également aussi le côté innocuité pour l'environnement, pour les molécules chimiques. Il ne s'agit pas que quand on met un produit dans la ruche, sur un rayon de 10 mètres autour, il n'y a plus rien qui pousse. Ce ne serait pas une bonne image. Donc le laboratoire, lui, quand il veut mettre un produit sur le marché, il doit prouver tout ça. Ça coûte une fortune de prouver tout ça. C'est bien pour ça qu'on n'a pas des milliers de traitements varroa disponibles, parce que les laboratoires, ils ne s'acharnent pas à essayer de trouver des trucs qu'ils n'arriveront pas à vendre, parce qu'on ne peut pas les vendre une fortune. Il vaut mieux vendre un comprimé d'antipuce à 10 € pour un chien, sachant qu'on va lui vendre ça tous les mois pendant un an, qu'essayer de faire des lanières à ruche, où on va peut-être en vendre 2 par ruche, une fois par an, et encore, peut-être pas tous les ans. Donc le laboratoire, lui, se prend un enfant de cœur, hein, il choisit ce qu'il va lui rapporter derrière. Alors c'est pas un enfant de cœur, mais c'est quand même lui qui paye la recherche, vu que l'État ne fait plus beaucoup de recherche dans nos domaines. Donc le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Et je pense que vous me voyez venir sur l'acide oxalique. Pourquoi maintenant on a des produits avec AMM qui coûtent plus cher que ceux qu'on avait avant sans AMM? Parce que la boîte d'acide oxalique qu'on achetait pour éclaircir le bois dans les grandes enseignes de bricolage, qui était un acide oxalique lambda, qu'on pouvait utiliser dans les ruches tant qu'il n'y en avait pas avec AMM, maintenant on n'a plus le droit. Bah, le laboratoire, lui, il a dû prouver que c'était un acide oxalique de qualité pharmaceutique, qu'il n'y avait pas de résidus de métaux lourds, que c'était quelque chose qui se dissolvait bien dans le sirop, que ça fumait bien dans l'enfumoir, qu'on ne pouvait pas trop le détourner. Donc il fallait qu'il soit utilisé, qu'il y ait déjà du saccharose dedans, ce qui pose un peu de problème
machin fumigation, là, ça fait un peu de caramel, qui n'avait pas de résidus dans le miel, plus que l'acide oxalique qu'il y avait dans les plantes que les abeilles butinaient, et que les gens ne réagissaient pas à l'acide oxalique qu'on pouvait éventuellement trouver à l'état de trace dans le miel. Tout ça, il a fallu le prouver. Ça a fait que le prix de l'acide oxalique utilisable par l'apiculteur à l'heure actuelle, il a été multiplié par 10 pour payer ces recherches-là, puis payer un petit peu le laboratoire. Mais ça a un intérêt quand même pour nous. C'est que quand on utilise un médicament qui a une AMM, nous, on est dans les clous. Et s'il y a un problème, ce n'est pas nous qui sommes responsables. Parce que on a respecté la période d'utilisation, les conditions d'utilisation, un produit avec AMM, éventuellement sur prescription, on a tout respecté. Et si on trouve de l'amitrase dans notre miel et que nous, on a tout bien respecté et qu'on a bien noté tout ça dans nos registres d'élevage, dans nos carnets de miellerie, et tout est bien enregistré, qu'on a respecté scrupuleusement les conditions d'utilisation, et ce n'est pas nous qui sommes responsables. Et donc, si l'amitrase retrouvée, elle l'est à des quantités importantes, on va aller chercher ailleurs la cause de présence d'amitrase dans nos ruches. Et là, nos instances vont aller rechercher plus loin. Il faut faire des analyses plus loin. Peut-être qu'il y a un bassin plus loin d'autres traitements qui contient ce produit-là et que les abeilles elles ont été boire dedans. Mais ce n'est plus nous qui sommes responsables. Par contre, si on a bricolé nos lanières avec du tactique, qu'on les a laissés 6 mois dans la ruche, les contrôleurs ne vont pas aller chercher beaucoup plus loin. Hein. Le responsable, c'est nous, c'est tout. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Sur le côté dossier d'AMM, ce que ça nous apporte comme contrainte, souvent le prix, et ce que ça nous apporte comme bénéfice. Et ce bénéfice, retenez bien, c'est que l'efficacité, elle est garantie au moment de la recherche, et l'innocuité est garantie pour les abeilles, l'utilisateur et le consommateur. Et quand vous parlez à vos acheteurs de miel des traitements varroa, n'ayez pas peur de dire que quand on met un traitement anti-puce sur son chien, on n'est pas un assassin, on doit s'en occuper. Le code rural nous impose de déparasiter et de soigner les animaux dont on doit s'occuper et dont on est propriétaire. Et bien nos abeilles, c'est pareil. On doit gérer le varroa et on doit le gérer en étant dans les clous. Et quand on vend du miel, on dit oui, peut-être, moi j'utilise de l'acide oxalique en dégoûtement l'hiver, je le fais comme c'est à faire et mes abeilles s'en portent mieux. Alors comment on va pouvoir gérer, nous, au sein de notre exploitation, ou de nos quelques ruches, ou de notre seule ruche, le traitement varroa? Je vous ai dit déjà, la base, c'est de compter. Ça ne coûte pas grand-chose. Si on a 5 ruches, ça se fait bien. Une belle journée comme aujourd'hui, on démarre à 8h, à 9h, on a fini de faire nos 5 ruches et on va faire autre chose. Et on sait. Et si on le fait tous les 2-3 mois, on a un bon suivi. On ne va pas aller faire ça tous les jours. Mais c'est intéressant. Il y a des comptages qui sont parfois un peu plus simples à faire. Par exemple, l'hiver, vous faites un dégoûtement à l'acide oxalique, vous mettez les langes en dessous, ou les tiroirs. 2 jours après, vous venez voir ce qui est tombé. Il n'y a pas de fourmis qui ont mangé les varroas entre deux, ils sont tous là. Si vous avez 1000 varroas après un passage d'acide oxalique hors couvain l'hiver, vous pouvez vous dire que ce que vous avez fait l'année d'avant en fin d'été, c'était pas le top, quoi. On réessayera la rhubarbe et l'ail pilé une autre année. Hein. Non. Blague à part, je ne suis pas un grand partisan de la chimie en règle générale. C'est pas parce que je vends les traitements que c'est forcément l'idéal. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trouvé mieux. Quand on trouvera mieux, on fera autrement. Là, on arrive, on va retirer nos os et on va traiter. Quelle solution s'offre à nous et qu'est-ce qu'on va attendre d'un traitement varroa? On va attendre de faire baisser le seuil de varroa dans notre ruche pour qu'on n'ait pas de varroa. Idéalement, il faut que les abeilles ne meurent pas et le top, ce serait qu'elles préparent bien un bon hivernage avec des abeilles en bonne forme et en bonne quantité.
On sait que, tu rappelles, les abeilles d'hiver et les abeilles d'été, c'est pas les mêmes. Elles n'ont pas la même répartition de corps gras. C'est pas, en fait, ça a la même forme, schématiquement, presque le même poids. Et c'est pas les mêmes bêtes. Il y en a qui vivent 6 semaines et d'autres qui vivent 6 mois. Et nos abeilles d'hiver, quand on veut les préparer, il faut qu'elles soient nourries à l'âge, quand elles sont larves, par des abeilles qui les entretiennent, qui sont en bonne santé, qu'elles aient une bonne gelée royale, enfin une bonne bouillie larvaire, en bonne quantité pour que ça fasse un bon paquet d'abeilles d'hiver et que notre colonie, elle hiverne avec des abeilles costauds en grande quantité. Donc les abeilles qui vont devoir élever ces abeilles d'hiver, elles doivent être déparasitées pour ne pas être embêtées avec du varroa et idéalement, il doit y avoir 1 ou 2 cycles d'abeilles propres qui vont pouvoir élever nos abeilles d'hiver. Donc il faut traiter tôt pour que ces abeilles naissent rapidement, en bonne quantité, pour élever une grande quantité d'abeilles d'hiver. Et donc, si on se dit que nos abeilles d'hiver, elles doivent naître au 15 septembre, on ne sait jamais, hein, s'il commence à faire moche le 1er octobre, il faudrait que les abeilles elles soient déjà nées. 1 ou 2 cycles avant, ça veut dire qu'entre le 1er et le 15 août, il ne doit plus y avoir trop de varroa dans les ruches. Il ne s'agit pas de traiter le 15 septembre. Hein. On a des varroas, il faut les éliminer. L'idéal, c'est de les éliminer vite. On aimerait bien un produit qu'on met dans la ruche, puis le lendemain, pof, plus de varroa. Ouais, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, c'est peut-être bien les problèmes qu'on a avec nos traitements varroa à l'heure actuelle, c'est que l'efficacité flash, elle est de moins en moins vraie, ou alors elle varie d'une année sur l'autre. Et c'est ce qu'on voit dans les comptes rendus de l'ITSAP, c'est que la rapidité d'efficacité des traitements de type Apiva, elle est variable d'une année sur l'autre, sans que pour l'instant on ait trop d'informations de pourquoi. Mais si les varroas ne tombent pas rapidement, il y a des varroas qui recontaminent le couvain, et quand on laisse nos lanières 10 semaines, il y a encore eu des cycles qui sont recontaminés, donc ça baisse l'efficacité, ou au moins même si à la fin on a une efficacité de 95%, on a quand même beaucoup de couvains qui ont encore été affectés pendant le traitement. Donc nous, on aimerait bien une efficacité flash, puis en même temps, on aimerait bien aussi que les abeilles ne se recontaminent pas derrière, parce que vous savez que les ruches se recontaminent en varroa. Nous, on traite notre rucher. Déjà, quand on fait un traitement de fin d'été, il faut qu'on traite la totalité des ruches. Si on n'en traite qu'une sur 2, c'est compliqué de savoir si on aura bien fait ou pas, et si on ne va pas avoir une recontamination à 3 ruchers. Mais alors, on ne maîtrise pas du tout les 10 voisins qu'on a autour de chez nous, qui traitent ou qui ne traitent pas, ou pas forcément à la même période. Et ça, c'est un intérêt, une petite réunion comme ça, ou des réunions du GDSA, ou des choses comme ça, c'est d'harmoniser les pratiques. Je ne dis pas forcément faire toujours le même traitement, mais au moins harmoniser la pratique pour que dans un secteur donné, tous les gens qui traitent à peu près bien les ruches et s'en occupent à peu près bien, éliminent le varroa à peu près au même moment pour que d'un seul coup, la pression varroa d'un secteur diminue. Le problème, c'est que quand on a un rucher un peu abandonné quelque part, la ruche, elle est en train de s'écraser à cause du varroa, elle a 10 000 varrois dedans, elle est en train de crever de varroa, elle va se faire piller dès qu'il n'y aura plus rien à manger autour, elle va se faire lessiver, mais les varrois qui sont dedans, ils sont pas bêtes, et ils se disent, tiens, il y a des gens, des abeilles qui arrivent, tiens, on va leur sauter dessus. Puis c'est comme ça qu'on recontamine. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est en dizaines de varrois par jour qu'on peut faire re-rentrer des varrois dans une colonie. Donc toi, tu t'acharnes à essayer d'en garder que 50, et puis au bout de 5 jours de beau temps au mois d'octobre, on t'en remet. Voilà. Donc c'est compliqué. Comment faire simplement? Si on veut avoir notre traitement flash, les seuls traitements flash qui sont disponibles à l'heure actuelle, c'est l'acide oxalique. Varromed avec l'acide oxalique ou éventuellement l'acide formique, qui a quand même cet effet très court terme. Pour qu'ils aient une efficacité réellement importante, il faut qu'il n'y ait plus de varroa. Donc soit vous prévoyez de faire un traitement dans 3 semaines et vous encagez la reine maintenant pour qu'il n'y ait plus de couvain operculé dans 3 semaines,
Et là, vous ferez un dégouttement et vous aurez un effet réellement flash, avec tous les varrois qui vont tomber. En général, l'effet flash, il n'est pas pérenne dans le temps. Donc en fait, on risque d'avoir une recontamination derrière quand on utilise un acide organique. Mais par exemple, si on faisait un encagement là maintenant et qu'on teste dans 3 semaines avec un apivar, vous savez que sur la notice de l'apivar, c'est écrit qu'en période hors couvain, on ne laisse que 6 semaines et au bout des 6 semaines, on a notre efficacité de 95%. Bah là, on met une lanière dans 3 semaines, beaucoup de varrois tombent d'un coup vu qu'ils ne sont pas dans le couvain. Et puis pendant les 6 semaines d'après, on a quand même on limite cette recontamination. C'est 2 choix possibles. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? En général, à cette époque-ci, il y a des hausses sur les ruches, c'est lourd à porter. Il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche, c'est pas forcément évident d'encager les reines, surtout si on a beaucoup de ruches. Ça se fait, hein, il y a quand même des apiculteurs professionnels qui le font pour avoir ces ruptures de ponte, pour avoir la bonne efficacité des traitements. C'est pas toujours facile à faire, on n'a pas forcément le temps. Et dans ce cas-là, utiliser l'acide oxalique au moment où on retire les hausses, ça aura un intérêt vraiment très limité, moins de 50% d'efficacité. Ça ne vaut pas forcément le coup. C'est d'ailleurs comme ça que le varomètre te dit qu'il faut traiter tous les 7 jours pour avoir un semblant d'efficacité à la fin. Sachant que ça se remultiplie entre deux, et s'il y a une bonne dynamique de population, au bout de 4 traitements, il reste quand même du varroa, quoi. Mais ça tamponne. Ça peut nous permettre d'attendre. Éventuellement, si on veut faire une mielée un peu tardive, on refait un peu d'acide oxalique, pas de temps d'attente, ou du varomètre, ou un acide formique qui va agir sur 14 jours, avec le Formic Pro. On a 14 jours sans les hausses, et puis on remet des hausses sur le sarrasin, par exemple, un peu plus tardivement. On aura bien baissé la pression varroa et on fera notre traitement. Quel que soit le traitement que vous allez choisir, faites un comptage après traitement. Alors pas juste au moment où on retire les lanières. Attendez 10-15 jours et refaites un comptage, comme ça, ou avec un lange en dessous. Et vous allez voir votre efficacité de traitement. De là va définir la nécessité ou non de refaire un traitement hivernal. Le traitement hivernal, c'est un traitement de rattrapage. C'est quand notre traitement estival n'a pas fonctionné, ou pas suffisamment fonctionné. Le traitement hivernal, il ne sert pas à faire en sorte que les colonies, on les sauve, parce qu'en général, le mal est fait. Quand il y a du varroa, quand il y a 500 varrois sur 3-4 000 abeilles au mois de décembre, on va avoir du mal, si le printemps est un peu tardif, à amener cette colonie-là jusqu'au mois d'avril, quoi. Par contre, la colonie qui est encore un peu parasitée, qui a 200 varrois, le traitement hivernal, il va permettre de la descendre à 5 à 10, 15, 20 varrois pour redémarrer au printemps bien. Si on redémarre bien au printemps, le traitement estival de l'année d'après, quel qu'il soit, même si c'est celui qui n'avait pas bien marché l'année d'avant, il aura beaucoup moins de boulot à faire. Il faut bien avoir cette notion de combien on veut éliminer de varrois dans une ruche, parce que c'est ça qui définit le traitement qu'on va utiliser. La molécule qu'on utilise, elle va avoir une efficacité qui va être variable en fonction de si elle est bien utilisée ou pas bien utilisée. Je vais prendre l'exemple des lanières. Si vous avez une ruche alsacienne, au fond comme ça, schématiquement, je ne sais pas combien elles sont, quelle profondeur elles ont par rapport aux dadans, mais pour moi elles font 45 cm, un truc comme ça de canne, là, c'est vachement profond, hein. Avec une abeille un peu noire, qui a bien mis du miel en haut du cadre, et puis vous allez mettre une lanière à pivard qui est longue comme ça, mais si on replie le crochet qu'on met au-dessus, en gros elle va être juste dans le miel, quoi. Pas au contact des abeilles, dans le couvain, quoi. Il faut qu'on soit au contact du couvain. Et si le couvain se déplace, il faut bouger les lanières. Vous avez ça dans les prescriptions, déplacer les lanières. Parce qu'il faut être au contact. C'est facile avec le dégouttement. On le met sur les abeilles, on est forcément sur les abeilles. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de mettre à l'endroit où il n'y a pas d'abeilles, quoi. Si on se dit, ouais, j'ai quand même mis de l'acide oxalique, mais je ne veux pas refroidir les abeilles, je le mets là où elles ne sont pas. Bon, une idée. La fumigation, c'est pareil. On gaze la totalité de la ruche, toutes les abeilles en ont. Mais les lanières, il faut qu'on soit au contact. Et c'est important parce que c'est, pour moi, alors là, c'est mon avis personnel, hein,
C'est l'un des plus gros facteurs d'échec d'utilisation des lanières à l'heure actuelle, c'est qu'elles sont mal utilisées ou mal placées. Là, à l'heure actuelle, par exemple, sur la Pivard, ils ont développé un petit crochet en plastique qui permet de mettre la lanière un peu plus en profondeur, bien entre deux cadres. Parce que si on la cale un peu en biais, dans un cadre un peu bombé, que la lanière elle se retrouve complètement appuyée sur le couvain d'un côté qui ne peut même pas naître tellement il est comprimé, mais il n'y a surtout pas d'abeilles qui passent derrière, donc le contact se fait mal, et les abeilles, elles passent sur l'autre cadre, et si ça tombe, elles ne touchent même pas la lanière. Donc la molécule, elle est là, elle est dans la ruche, elle a tous les effets indésirables de la molécule, c'est-à-dire que elle va contaminer les cires, elle va contaminer le miel, tout ça, mais elle n'aura surtout pas l'efficacité souhaitée. Vous n'aurez que les mauvais côtés. Donc les règles de bonne pratique sont fondamentales là-dessus. Et c'est là qu'il faut filer un coup de main aux gens qui démarrent, parce qu'au début, c'est impressionnant une ruche. Et c'est vrai que la première fois, tu te dis, tu prends ton courage à deux mains, tu récoltes ta hausse, tu es content parce que, bon, c'est tout, il y a du miel dedans, mais là, tu vas mettre tes lanières, t'oses pas trop, tu as peur d'abîmer une reine et tout ça, que tu balances ça là-dedans, puis ça froisse ce que ça froisse, je l'aurais au moins mis dedans. Bah non, ça fait pire que mieux. On va générer de la résistance parce que les varrois, ils vont pas mourir et tout ça. Apprenez à tout le monde à bien utiliser les lanières. C'est pas compliqué de montrer à quelqu'un. Il y a des vidéos super bien faites en plus sur Internet parce qu'il y a des gens, des cinéastes professionnels qui font des super vidéos et qui montrent. Bravo à eux. Et voilà, on applique bien le traitement. On met des gants. Parce que, bon, pas des gants en cuir d'apiculture, on met des gants qui évitent que les molécules elles viennent sur nos mains. Des gants en plastique ou type MAPA, que ce soit pour les acides organiques qui sont toxiques par contact ou par inhalation. Quand vous préparez de l'apibioxal ou des choses comme ça, on met aussi un masque pour ne pas en avoir plein les poumons. Ou les molécules qui sont lipophiles, qui passent à travers la cire, elles passent aussi à travers le gras de la peau. Et si vous mettez vos gants en cuir, c'est sympa parce que vous manipulez vos apivars l'été, puis toute l'année, après, vous avez la mitrace sur les mains. C'est cool. J'imagine que vous n'avez plus d'acariens sur les mains après. C'est pratique. Protégez-vous, ça c'est important. Et éliminez bien également les déchets d'apivars. Les languettes apivars, on ne les balance pas sous les ruches, où on les met dans une caisse, on les ramène au véto qui nous les a vendus si on ne sait pas quoi en faire. Enfin, il faut qu'elles soient incinérées à la fin. Si vous savez que votre collecte de déchets incinère les déchets, on peut les mettre dedans. Ce sera incinéré. Si vos déchets sont enfouis, ou si vous n'êtes pas sûr que c'est incinéré, vous les amenez chez le véto ou au GDSA ou n'importe qui va se charger du retraitement de ces déchets-là. C'est important. Parce qu'il n'y a rien de pire que des antiparasitaires qui traînent à des doses relativement faibles pour sélectionner les parasites qui sont résistants. Parce que, je vais dire, pour faire l'image, c'est un varroa qui serait sensible si à la dose 100, tous les varrois sont sensibles. Nous, on met la dose 100, on tue tous les varrois. Si on sait qu'à la dose 50, il y a un tiers des varrois qui s'en sortent, ils ne sont pas sensibles. Ils sont sensibles entre la dose 50 et la dose 100, mais à la dose 50, ils ne sont pas sensibles. Si on met la dose 50, il va nous rester un tiers des varrois. Mais ce tiers de varrois, il va se remultiplier. Et donc, à la fin de la saison d'après, on n'a plus, schématiquement, toujours, que le tiers de varrois résistant qui est resté. Donc, s'il reste que la dose, si on met la dose 50 plusieurs années de suite, on n'a plus d'efficacité du tout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'application de ces traitements varrois ou pas? Le deuxième traitement, normalement, pardon, merci.
Le deuxième traitement, par contre, on l'applique toujours au mois de décembre. On l'applique hors couvain. C'est-à-dire, au mois de décembre, quand on a, logiquement, on n'a plus de couvain en Picardie. Alors, voilà, ça dépend de choses, de la météo, qui dépend de la région dans laquelle on est, et de la race d'abeilles qu'on utilise. Il faut aller vérifier. En abeilles, on va dire, noires, il n'y a pas de problème. On est hors couvain, on va dire, on va considérer à partir du 15 novembre jusqu'au 15 février, voire plus tard. En buck, un peu nerveuse, dans des ruches super isolées, de grosses colonies, on va toujours avoir du couvain toute l'année. Et c'est ce qu'on voit dans, je ne sais pas si on a les ruchettes, les grosses épaisses là. Ouais. Bah, c'est tellement bien isolé. Et souvent, ça touche aussi les plus petites colonies. C'est qu'une colonie qui est un peu plus petite, elle va régénérer des abeilles un peu tout le temps pour maintenir son pool d'abeilles. Et donc, quand on est super bien isolé, que la colonie est bien dynamique, on a du couvain toute l'année. Et là, on baisse l'efficacité énormément d'un traitement hivernal à l'acide oxalique. Au lieu de nos 95% et plus, on se retrouve à même pas 60%. Une main de couvain suffit à baisser quasiment à 60% l'efficacité de l'acide oxalique. Mais ma question n'était pas celle-ci. C'est-à-dire que moi, je voulais dire que ici, depuis des années, celui qui a un petit peu des cheveux blancs sur la tête, et qu'on a suivi l'évolution des abeilles, que ce soit de l'abeille de pays qu'on dit noire, ou la buck, avec l'importation du Luxembourg ou de là-haut, on ne travaille plus avec les mêmes abeilles. Et cette génétique, si on fait de la génétique, on voit tout de suite comment s'améliorent les variétés d'abeilles. Vous êtes d'accord sur mes propos? Oui. Si. Parce qu'en fonction de la génétique, on ne traite pas pareil, on ne traite pas au même mois. Oui, la dynamique la buck va avoir tendance à maintenir un couvain plus important et la fenêtre de tir sera plus restreinte. À l'aveugle, on aurait tendance à dire qu'entre le 15 décembre et le 31 décembre, moi j'ai toujours tendance à dire le traitement hivernal, c'est chiant, c'est le jour de Noël. Le deuxième. Le traitement oxalique, quoi. On peut combiner aussi. Parce que moi, je fais la sublimation au mois de décembre. Bon, bien sûr, il faut avoir une batterie et le matos dans les ruchers, parce qu'on n'a pas de courant, évidemment, à moins qu'on soit des abeilles derrière son pavillon. Ouais. Et moi, ce n'est pas le cas. Voilà. Oui, non, c'est à ce moment-là. Mais quand je dis qu'il faut vérifier qu'il y ait bien une absence de couvain, il faut en être sûr pour que notre traitement fonctionne. C'est comme on encage des rennes, et comme tu avais bien expliqué tout à l'heure, je me permets de vous tutoyer, comme tu avais bien expliqué tout à l'heure, qu'il faut attendre les 3 semaines qu'il n'y ait plus de couvain donné, tout le couvain soit né, avant de faire son traitement flash. Ouais. Donc nous, on fait aussi ça. Ouais, c'est ce qui améliore grandement l'efficacité des traitements. Je suis un débutant. Hein. Pour qui le micro ? Oui, bonjour. On parle d'encager des rennes, mais encager une reine pendant 3 semaines, combien de temps peut laisser une reine encagée? Alors, Pardon? Qu'est-ce que ça dit? Oui, mais il y a un moment, elle doit avoir faim quand même, non? elle est nourrie. Il y a un modèle de cagette, il y a 2 modèles de cagette aujourd'hui. Il y a la cagette Discalvini, c'est la cagette qui est la plus utilisée aujourd'hui. C'est une petite cagette avec des alvéoles qu'elle peut continuer à pondre quand même. Et les abeilles, elles passent à travers cette petite cagette, elles rentrent, elles continuent à nourrir la reine et elles continuent à pondre. Elles ne peuvent pas operculer parce que c'est pas assez profond. Mais ça maintient son cycle de ponte. Ah d'accord, ok. Et après, il faut avoir des reines d'avance parce que ça ne marche pas à 100% non plus. Tu as des reines qui ne vont pas recommencer à pondre. Et là, dans ce cas-là, il faudra remplacer la reine qui n'a pas recommencé à pondre. Et l'encagement Scalvini, c'est ce qui fonctionne vraiment le mieux aujourd'hui. C'est très contraignant. Moi, je l'ai fait pas mal, c'est très très contraignant. Ouais, le seul, bon,
Après, il y a les cages demi-lune, les cages mena, quand on glisse entre deux cadres. On met la reine dedans, elle ne pond pas. Et après, il y a des études aussi qui sont sur les cagettes polonaises, où ils servaient de ruches dans lesquelles ils mettent plusieurs reines fécondées dans une cage, enfin dans une petite boîte polonaise là. Et a priori, ils peuvent les garder plusieurs mois comme ça. C'est ce qu'on utilise en banque à Rennes d'ailleurs. Voilà. Et en fait, ils ont détourné le principe pour faire des traitements. Ouais. Il y a aussi un autre truc. Donc, il y a aussi le retrait de couvain qui fonctionne bien. Le retrait de couvain, il fonctionne aussi très bien. Là, dans ce cas-là, c'est quand on n'a pas beaucoup de ruches, le retrait de couvain, ça peut être quelque chose de fait facilement. Vous enlevez tous les cadres de couvain d'une ruche, vous laissez juste la reine sur des cires neuves avec leurs abeilles, et puis vous faites un traitement flash quelques jours plus tard. Quand les cires elles commencent à être bâties, ça fonctionne très très bien aussi. Mais bon, c'est très très contraignant. On ne sait pas quoi faire des cadres de couvain aussi. Parce que vous avez enlevé tout le couvain, il n'y a plus de couvain dans la ruche. Tu te retrouves avec des cadres que tu ne sais pas quoi faire. Il faut les passer au sérificateur. Il y en a qui font des essaims avec. Mais après, c'est un protocole plus compliqué à mettre en place. Nous, on l'a fait plusieurs années, mais c'était vraiment trop de travail, quoi. Parce que dans ces cadres-là, il y a tout le varroa qu'on a retiré de la ruche. Alors, il y a un traitement, vous avez peut-être entendu parler, c'est varroa contrôleur. C'est un traitement thermique des cadres de couvain dans une caisse où on fait monter. Le schéma de base, c'est que le varroa est plus sensible à la... Non, même pas, non, c'est 41 ou 42 degrés. C'est exactement 41 degrés. Ouais. Le varroa est plus sensible à la température que les larves d'abeilles. Donc, on chauffe. Alors, il faut maintenir l'humidité et chauffer de façon uniforme. Donc, c'est pour ça que ça prend longtemps. Ça prend 3 heures à traiter 20 cadres. Hein. Donc, c'est faisable sur une petite quantité de ruches. Mais ça tue les varrois qu'il y a dedans. Et donc, le schéma, c'est de se dire, on met toutes les abeilles, on secoue toutes les abeilles dans la ruche, on garde que nos cadres avec du couvain. Alors, s'il y a une main d'abeille, on le griffe. Hein. On met les beaux cadres dans le machin. Pendant le cycle, on met un coup d'acide oxalique sur nos abeilles, où on le mettra plus tard, éventuellement, quand on aura remis les cadres. Mais là, on aura tué les varrois par le traitement thermique dans le couvain, et on aura tué les varrois sur les abeilles avec l'acide oxalique. Et là, on aura fait un traitement flash. Ça pourrait paraître très contraignant, mais si on a 5 ruches dans le jardin, fin de mielée d'été, si on a des abeilles qui ont un peu réduit fort, un peu bloqué, on va avoir 4-5 cadres, 4-5 beaux cadres. Si on a 4 beaux cadres par ruche qu'on passe dans le varroa contrôleur et qu'on griffe les autres, s'il y a un peu de couvain, on va être capable de faire en un cycle nos 5 ruches. Et là, avec un traitement uniquement à l'acide oxalique et un traitement thermique, on aura eu une efficacité supérieure à 95%. La machine vaut 2500 boules. Faut en fait un groupement qui achète la machine, quoi. Il faut le faire en... Genre des associations d'apiculteurs ou un vétérinaire qui mettra en location, quoi. Ouais. Oui. Ah oui, je suis en train d'en parler parce que à nous tous, ça peut être intéressant d'acheter ce type de matériel. L'inconvénient majeur, c'est quand même que tout le monde en a besoin en même temps. Ouais, on mais ne peut pas être 50. Non, mais je veux comme dire... tu disais, ici, la plupart des apiculteurs, ils ont 5 ruches et entre 5 et 10 ruches. Si tu mets 3 heures à faire le truc, ça veut dire qu'en une journée, tu as fait ton travail. Sur 10 jours, même, à 10 apiculteurs. Si c'est un peu organisé, des belles journées comme ça, tu en fais 3 dans la journée. On peut mettre combien de cadres Il y a Il y a plusieurs modèles, il y a 20 et 40 cadres. Non, 20 et 80. Non, c'est 20 et 40, je crois. Il y a un tout petit à 10, un truc... c'est toujours... Est-ce qu'il vaut mieux en acheter 2 à 20 qu'un 40 ? Oui. Pas forcément, parce que il vaut 2 mieux à deux. 20... Comme on disait, on en a besoin tous en même temps. Donc 2 à 20, tu peux faire plusieurs ruchers en même temps. Et puis, après, il faut mettre un protocole en route. Mais ça, on en reparlera parce qu'il y a un projet qui est à moyen terme qui sera commun. On vous en reparlera. Où on parce va que mettre un protocole de travail ensemble. tu as besoin d'utiliser 44, tu prends les 2 à 20, tu remplis le premier, le temps que tu remplisses le premier, tu le mets en route, tu remplis le deuxième. En fait, en gros, c'est électrique, il faut un groupe électrogène. On peut mélanger les couvains que j'ai
Alors, oui, on peut mélanger. L'idéal, c'est de remettre quand même les couvains d'une ruche dans la bonne. Ouais, mais ça, c'est facile à marquer. C'est facile à Tu mets marquer. des 1 sur 1, 2 sur 2. Et ça, c'est le côté sanitaire des choses, quoi. Ouais. Et ça, c'est un protocole à mettre en place. Je pense qu'il faut des gens compétents pour le faire, quoi. Et bon, un veto, c'est quand même mieux s'il vient pour t'expliquer la méthodologie de travail et puis la reproductibilité du truc, quoi. Je pense. Mais c'est des choses qui sont, pour moi, plus simples à faire que d'encager de la reine Ouais, ouais. et de la relâcher. Parce que là, bon, bah, tu prends tes 4x4 du milieu, tu les secoues, tu les mets dans le machin, tu fais ça sur tout le monde, tu démarres ton truc, tu reviens, tu griffes les couvains qui restent, et puis voilà, c'est fait. C'est très rapide, je pense que 5 ruches, t'en as pas pour 1 heure à remplir. Voilà. Parce que bah, il faut trouver les rennes quand tu fais de l'encagement, il faut trouver les rennes. Faut pas qu'il y ait une super cédure en cours qui n'est pas une autre reine qui pond en même temps, parce que sinon ça te fout la... Non mais c'est marrant comment à cette époque-là, c'est souvent. Voire même, tu as 2 reines dans les ruches. Voilà, donc bah donc c'est des grosses causes d'échec, quoi. Si tu vérifies pas qu'il y a... Enfin non, ça ne peut pas aller. Après, il y a d'autres solutions qui sont faisables aussi, par exemple... si on veut du retrait de couvain, il faut qu'il n'y ait plus de reine. On est d'accord? On tue la reine. Alors, on l'élimine consensuellement, peut-être on le met ailleurs, on fait ce qu'on veut. On élimine une reine. On en profite pour rémérer, on met une cellule de 3 jours dans la colonie. Notre cellule de 3 jours, elle n'est pas operculée, elle va être acceptée. En général, plutôt bien. La reine qui va naître de cette cellule de 3 jours, elle va mettre 9 jours avant de sortir, 5 jours pour aller se faire féconder, et une dizaine de jours encore avant de pondre son premier œuf. Et encore 7 jours avant qu'il soit operculé. Si on se démerde plutôt pas mal, donc on met notre cellule de 3 jours, on a 9 jours plus 5, 14, plus 10, 24. Bon, il y a des mâles, il y en a plein. Globalement, 21 ou 24, on peut faire 2 traitements à l'acide oxalique, en gros à 21 jours et à 24 jours après élimination de la reine et introduction d'une cellule de 3 jours. Et on a notre rupture de ponte qui est créée par notre rémérage. Quand vous mettez une cellule de 10 jours, ça marchera aussi, mais vous aurez potentiellement un chevauchement entre le couvain de mâle qui ne sera pas encore né et le couvain d'ouvrière qui sera déjà operculé. Donc vous aurez une moindre efficacité. Bah, il y aura de toute façon du couvain d'ouvrière qui sera encore plané avant que la reine commence à pondre. Parce que s'il y a les œufs, entre ça fait 21 jours, la reine pondra à 21 jours. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis le problème, c'est quand même la possibilité de ne plus avoir de mâle. Parce que ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire avant le 15 juillet. Parce qu'après le 15 juillet, là, on voit déjà qu'elle chasse les mâles. Bah, s'il y a à manger, ça va, mais c'est vrai que là, c'est sec. Ouais. Bah, c'est toujours des choses qu'il faut faire quand tu maintiens des mâles. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une ruche qui sert à faire du mâle, quoi. Plusieurs, ouais. Après, je pense que c'est pas le problème de ce type de travail, c'est que c'est des trucs qui se préparent. Et ça, le fait de pouvoir garder les mâles, tu peux difficilement le préparer. Donc, il faut avoir une solution de repli pour au cas où il n'y aurait pas de mâle, quoi. C'est pas des protocoles que tu vas mettre au dernier moment en place, quoi. C'est que... non, ben elles les pondent plus, les cadres à mâles, là, c'est fini. Même les colonies qui sont belles, les colonies en ville, elles continuent à faire des mâles, mais les colonies à la campagne, là où il n'y a plus de mielés, où c'est sec aussi. Il n'y a plus de mielés, il n'y a plus de pollen, surtout. Bon, là, le tournesol, il va peut-être combiner. Ouais. On a peut-être la chance. Oui. Oui, mais un mâle qui est pondu là maintenant, il sera fécondant dans 45 jours. C'est quand est-ce qu'on veut. C'est trop tard pour si on veut féconder dans 15 jours. C'est toujours. Alors, souvent, les apiculteurs, ils ont des super bonnes idées au mois de janvier-février. Alors, non, mais il faut voir, là, ça fait. Tu as fini ta saison, tu n'as pas encore. Non, toi, tu as la chose. On a toujours des grands plans dans la tête. On va faire ça, on va faire notre comptage à tel moment, on va faire un coup au 15 juin, et puis je ferai un encagement sur la moitié de mai. Et puis tu arrives dans la saison, il n'y a rien qui se passe comme tu as prévu. De toute façon, c'est... bon.
Donc, faut avoir une grande ligne. Et puis, parfois, on peut y déroger sur une partie de notre cheptel, ou sur tout, éventuellement. Le problème, c'est de se dire, on verra bien le 15 juillet ce que je ferai comme traitement varroa. Ça, c'est mort. Hein. Parce que tu vas commander de la pivard, il n'y en a plus. Tu vas chercher du varomètre, il n'y en aura plus. Et puis, tu vas te retrouver le 15 août, tu n'auras plus de traitement possible. Puis, avec un petit peu de chance, la patronne, elle voulait partir en vacances. Peut-être toi aussi. Et puis, ce ne sera pas traité. Et tu arriveras le 15 septembre et ce sera trop tard. Quoi. Parce que s'il fait super beau au mois de septembre-octobre, ça va aller. On pourra peut-être rattraper. Et puis, si l'année d'après, le printemps, il est très précoce, ça fera la jonction. S'il se met à pleuvoir du 15 septembre au 15 avril, c'est mort, c'est tout. Tu es passé à côté, c'est foutu. Donc on peut prévoir, mais en connaissance de cause. Moi j'ai une petite question, parce qu'en fait, là on parle des traitements, de comment il faudrait faire, comment ça évolue et autres. Pour moi ça manque énormément de linéarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'aurait pas un procédé à se dire, voilà, à telle date on traite comme ça, à telle date on traite comme ça, et on fait ça trois traitements dans l'année de façon linéaire, et on a un résultat sans être obligé de compter, qui en fait finalement, moi ça me semble assez rébarbatif, même si j'ai compris que voilà, mais ça veut dire aujourd'hui, est-ce qu'on a un traitement qui marche voilà, à telle date, je mets 2 lanières d'Apivar dans ma ruche, j'en remets une, je l'échange en hiver parce qu'il n'y a plus de couvain, et après la mêlée de printemps, peut-être je fais un traitement, et là j'ai une solution qui serait efficace pour l'ensemble de mon rucher, et je me tiens à cette procédure qui est linéaire, et qui m'évite de me dire, peut-être j'ai traité, peut-être j'ai pas bien traité, au moins j'ai mis le maximum, et on n'en parle plus, quoi. Alors, c'est ce qu'on essaye d'avoir. Je suis d'accord avec toi, je me permets de te tutoyer. Oui. Moi, ma casquette de veto, elle m'empêche de penser que le vivant peut se régler en mettant des cases sur un calendrier. Ouais, mais entre ça et maltraiter. Alors, le problème, c'est que si on veut standardiser quelque chose en se mettant... Il faut qu'on se mette sur une table et qu'on se dise combien j'accepte de pertes, combien j'accepte de coûts et combien j'accepte d'y passer du temps. Si on n'a pas de temps à passer, il faut être capable d'accepter des pertes et un surcoût, qui peut être très important, parce que le surcoût, il peut être économique, mais il peut aussi être un surcoût en termes d'impact biologique, c'est-à-dire de génération de résistance et des choses comme ça. Si on met de la mitraze dans nos ruches pendant 5 ans très régulièrement, on va peut-être avoir moins de varroa, mais le jour où on aura des varroa, il ne faudra plus compter sur la mitraze, parce qu'ils vont échapper. Le problème que tu soulèves là, il est clairement celui des apiculteurs professionnels qui sont producteurs de miel en grande quantité et qui vont mettre, on va dire, entre 3 semaines et 1 mois à repasser sur chaque ruche. Ils n'ont pas le temps de faire ces choses-là et souvent pas l'envie. Ça va avec. Tu ne vas pas travailler la nuit. Donc il faut qu'on trouve des schémas qui vont aller plus ou moins bien à tout le monde. Mais le problème, c'est que c'était ce qu'on a fait jusqu'à présent. Au début, on a fait du tactique. On a dit, le tactique fait à l'arrache comme ça sur des bandelettes en carton, non, c'est de la merde. Il ne faut plus faire, d'accord. On met de la pivard, traitement avec AMM. Tu fais ça pendant 3-4 ans, sans compter l'hiver, sans faire de traitement hivernal. Ça marche, on est mieux. Le tactique, ça donne la diarrhée, ça donne mal au crâne, au gars qui les met, on ne sait pas si c'est efficace ou pas. La pivard, c'est simple, on n'y va qu'une fois, on les met, on les retire. Ça marche pendant 3-4 ans. Puis au bout de 3-4 ans, il se passe ce qui s'est passé l'année dernière. Et là, blam, on a fait la pivard comme d'habitude, on a tout fait comme d'habitude, et ça se casse la gueule. Et puis là, tu te dis, mais elles sont parties de combien les colonies au printemps? Il y en avait combien encore l'année d'avant? Il y avait combien de varroa dedans? Je ne sais pas, on ne compte pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir modifier? Est-ce qu'il faut qu'on modifie la date de début de traitement? Est-ce qu'il faut qu'on modifie le traitement complètement? Est-ce que c'est la pivard qui n'est pas efficace, ou est-ce que c'est juste qu'on avait 10 000 varroa au moment où on l'a mis? Et le problème, quand on standardise trop, sans faire les comptages, sans faire d'évaluation d'efficacité de traitement, on ne saura pas ce qu'il faudra modifier le jour où ça ne marche pas. Et le jour où ça ne marche pas, il va forcément arriver. On n'arrivera jamais à avoir un protocole qu'on pourra reproduire tous les ans. C'est
c'est pas rassurant. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que la majeure partie du temps, quand je fais une présentation sur quelque domaine que ce soit, on a plus de questions que de réponses. Et je suis désolé. Mais Ça peut l'esprit bien clair après. Mais il y a l'apéro, c'est pour ça. non, mais on a sur l'acide formique, vous connaissiez peut-être le Max, et là maintenant on a le Formic Pro qui est arrivé, qui est un acide organique sous forme de gel, non, c'est pas des bois, c'est emballé dans du papier sulfurisé, là, c'est un emballage spécial qui permet la diffusion, que tu mets sur les colonies. 7 jours de diffusion, une efficacité dans le couvain et hors du couvain qui va durer environ 14 jours sur un acide organique qui doit normalement ne pas générer autant de résistance que de la chimie moléculaire, on va dire. C'est un acide organique, donc on est au-dessus de 90%. Mais ce qui restera dépendra de ce qu'il y avait au départ. Mais on a une efficacité qui est bonne, mais surtout qui peut être un traitement complémentaire. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu pourrais te dire, entre ma mielée de printemps et ma mielée d'été, je veux baisser le seuil, j'ai 15 jours où je ne mets pas les hausses, les colonies, elles sont blindées de miel, donc il n'y aura pas de problème, je retourne le nourrisseur, je mets le max, le Formic Pro, et je sais que ça aura réduit le varroa. Et l'été, j'aurai peut-être 3 semaines de plus, un mois de plus, avant de mettre mes lanières d'Apivar, par exemple. Et je referai un dégoûtement l'hiver. Ça, c'est un schéma qui va pouvoir fonctionner au moins un certain temps. Ouais, mais moi c'est vrai que je me vois pas compter en fait. J'ai compris que c'était important, hein, mais il faut avoir du temps et puis l'envie aussi. Mais comme il t'a dit, tu commences à 8h le matin, à 9h c'est terminé. Ouais, plus comme ça. Combien de ruches? Non, mais... Comment ça impacte? Est-ce que c'est mieux d'utiliser du temps? Pardon. Est-ce que c'est mieux d'utiliser du temps pour faire ce chèque et puis être sûr de ce que tu as dans ta ruche, ou est-ce que c'est mieux de rentrer au printemps, de brûler les cadres et de nettoyer les ruches? Quand est-ce que tu vas utiliser plus de temps? C'est comme ça qu'il faut essayer de le voir. C'est la pérennité de ton rucher, la pérennité de ta production de miel, et puis la pérennité de tes abeilles aussi. Donc c'est sûr que c'est contraignant, sans aucun doute. Ça, tout ce qui fait que tu utilises pour tes abeilles, c'est une contrainte. Mais bon, elles te donnent en échange une belle récolte de miel. C'est quand même le minimum qu'on peut faire. Si on n'a pas le choix, on va le faire. Mais ce que je voulais dire, c'est que si tu avais un truc, un format déjà, une espèce de base où tu dis voilà, je traite comme ça, je traite comme ça, je traite comme ça, et peut-être je fais sur une ou deux, tu comptes, et puis ça donne un peu une tendance. Mais c'est vrai que moi j'aime bien les trucs un peu carrés. C'est vrai que le truc de se dire sur chaque ruche il faut que tu comptes et que tu vois et que tu traites de façon différente pour chaque, je trouve ça moi il y a une chose qui est relativement simple pour démarrer et qui est peu contraignante, surtout à un moment où on n'a pas grand chose comme boulot, c'est le comptage hivernal du varroa. Avec un tiroir qu'on met en dessous, tu regardes ce qui tombe. Le dégoûtement hivernal à l'acide oxalique ou la fumigation, c'est des choses qui sont relativement simples, qui ne prennent pas de temps. Et c'est vraiment un moment où on n'a pas de surcharge de boulot et où on n'a pas à aller se promener parce qu'il ne fait pas beau de toute façon. Donc tu fais ton dégoûtement et là tu sais que si tu es hors couvain, tu auras l'efficacité. À l'heure actuelle, on a très peu de résistance du varroa à l'acide oxalique. Donc on aura de l'efficacité. Et là, on sait qu'on aura des marées bas. Tu as remis tes langes en dessous, tes plaques, et tu as vu que c'est tombé bas, il n'y avait pas de couvain. Bon, là, tu sais que tu as des marées bas. Et donc, tu sais que derrière, tu vas pouvoir, si tu respectes un traitement Apivar précoce ou Apitraz précoce en lanière, qui va couvrir sur une dizaine de semaines après ta récolte, tu sais que tu vas arriver jusqu'à l'hiver d'après. Ça, c'est la théorie. Après, il y aura bien toujours une pouilleuse ou un essaim que tu auras ramassé qui ne va pas passer à travers. Hein. Mais c'est que si déjà l'infestation est trop élevée à cette période-là de l'année, et le traitement oxalique, il ne servira à rien. Les abeilles, elles ne passeront pas l'hiver de toute façon. Voilà, elles seront mortes. Souvent, ce qu'on dit, c'est si tes abeilles, elles sont trop parasitées, elles n'arrivent pas jusqu'au traitement hivernal. Ou alors, elles y arrivent, tu as une boule comme ça, alors que toi, tu avais hiverné une colonie sur 10. Là, c'est bon. Le premier coup de froid, c'est quoi.
Mais on pourra, si je devais te donner un traitement ceinture bretelle pour pas être embêté, c'est ça, c'est ce que je te disais, Formic Pro après la récolte de printemps, qui va nous permettre d'attendre, de poser des inserts après la récolte d'été et un dégouttement à l'acide oxalique. Et ça devrait être bordé assez large, un certain temps. Ça va marcher quelques années. Ouais, parce que en fait, le fait qu'il y ait plusieurs molécules différentes, ça évite aussi la résistance combinée. C'est très difficile, ce serait compliqué de trouver un varroa qui résiste et au formique, et au lanirapivar, et à l'oxalique. Ouais. Ça fait trop de... Du coup, c'est bien de multiplier les différents traitements. Ah bah de toute façon, c'est bien. C'est soit utiliser un moyen mécanique, comme on disait tout à l'heure, tu vas poser par exemple un 4 de hausse en troisième position dans ta ruche, et puis dès que le couvain de mâle il est fermé, bah, tu le découpes. Là, tu sais que tu auras piégé beaucoup de varroa, et peut-être tu n'auras pas besoin d'utiliser le Formic Pro avec l'acide formique, parce que ça fera baisser assez la pression pour que tu n'aies pas trop de varroa dans ta ruche. Ça attendra le traitement en lanière au mois de fin juillet, début août. Et puis après, bah, tu fais ton oxalique en hiver, et puis tu peux alterner. Tu peux faire aussi, comme il disait, l'encagement, un oxalique, et puis attendre un peu pour mettre tes bandelettes de varroa. Tu vois, tu peux les mettre en flash, les bandelettes de varroa, quand tu n'as pas de couvain. 6 semaines. Donc si tu fais un encagement, ou alors une lanière une cellule de 3 jours, et bah, ça t'amène à 3 semaines, tu fais 2 coups d'oxalique, et puis après, quand le couvain il reprend, tu mets les bandelettes de varroa. Et du coup, tu as la combinaison des deux techniques qui vont fonctionner. De toute façon, c'est comme les abeilles en fait. Tu as 10 ruches, ils ne produisent pas tous de la même façon, elles ne font pas tous des cellules, elles ne font pas tous du couvain. Donc le traitement, il correspond aussi à ça. Il correspond à un fait que tes colonies, elles ne sont pas tous linéaires et qu'elles ont tous besoin différemment de... On ne réagit pas tous de la même façon aux médicaments, bah c'est pareil pour tes colonies. Pour schématiser, hein, tu m'excuses, mais... Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Juste, je redonne toujours le point sur les essaims qu'on attrape. Ceux-là, il faut faire quelque chose, quoi. Tout de suite. Un acide oxalique tout de suite. Ouais. Ou un Formic Pro, ça a l'air bien. Avant qu'elle se remette en route. Après, parce que notre problème, c'est, vous savez que sur les essaims qu'on attrape, il y a quand même une grosse part d'essaims qui ne vont pas, quoi. Si on a la vieille reine qui vient, qui est fécondée, ça va à peu près. Tu attrapes une vierge, ça va merder. Ouais, ça va merder. Et donc toi, tu as un essaim avec une vierge dans une ruchette qui va... L'essaim, il arrive, gorgé de miel, toc, il recrache son miel, il remplit ses alvéoles, et puis la reine, elle ne vient jamais à pondre. Bah, tu peux être sûr que la première des choses qui va se passer par ce temps-là, elle va se faire piller, et tous les varrois qu'ils avaient ramenés, toi, tu avais tout fait bien nickel, ton formique à 3 semaines, pas de bol, bombe, recharge à mort. Et c'est la même ruche, hein, en général, quand ils se font piller, il n'y a pas 50 ruches qui viennent piller, c'est une ruche qui pille une autre. Et donc tu recharges, tu crées une pouilleuse à côté, quoi. Les essaims qu'on attrape, il faut les nettoyer ou les mettre en quarantaine. Oui, une question. Le Formic Pro, le format, c'est comment? C'est pour beaucoup de ruches. Moi, j'ai très peu de ruches, donc alors, si c'est un contenant qui dure la durée de vie, quoi, la durée de vie. Alors, il y a... Alors moi, c'est vrai que j'ai un défaut, c'est que je regarde que les gros trucs, en général. Il me semble que il y a des paquets de 4 lanières, quand même, pour traiter 2 ruches, et des paquets de 20 lanières pour traiter 10. Il me semble que c'est le conditionnement qui est... Après, la problématique, c'est toujours le prix à la lanière, parce que ça augmente fort quand on prend un peu de lanière. Par contre, retenez toujours qu'un emballage qui est ouvert, c'est des molécules qui sont souvent... alors, quand on parle de l'acide formique, la seule chose qu'on veut, c'est que ça s'évapore, donc ça s'évapore. Tu l'ouvres, ça s'évapore. Il faut le refermer bien. La mitrase, elle est sensible à l'oxydation, et elle est sensible aussi à l'évaporation et au taux d'humidité de l'air. Un apivar qui est entamé, s'il n'est pas refermé nickel étanche, l'année d'après, peut-être qu'il marchera.
Pour moi, c'est des choses. Alors, moi, ça n'est pas écrit sur le RCP, donc je ne sais pas si ça marche. Peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Mais quand je mets. Alors, j'aime pas mettre de l'apivard dans une ruche, mais quand j'en mets, je veux qu'il marche. Je veux me donner les conditions pour que ça marche le mieux possible. Mais. C'est moi, j'avais déjà entendu parler, mais un TSA qui faisait ça, qui rayait. Alors, pour les apivars, comme c'est cher, à la fin de la saison, il les passait à la machine à laver pour retirer les. Et pour les réactiver au printemps, il les rayait au lève-cadre pour les remettre. Mais il y en a, enfin, je pense qu'au concours Lépine, il y a des gens comme ça qui inventent des trucs. Mais bon, vous basez pas là-dessus. Pour le traitement à l'acide oxalique, je voudrais avoir votre avis sur la différence qu'il y aurait entre une fumigation ou par dégouttement et éventuellement s'il y aurait un risque supplémentaire potentiel sur les abeilles ou sur la reine entre ces deux traitements, ces deux façons de traiter. Alors moi, je n'ai pas d'avis à titre personnel, c'est-à-dire que moi, je vous sors la feuille, ce qui est écrit dessus. Non, alors non, c'est pas ça, c'est que il y a le dégouttement, c'est quelque chose qui se fait très facilement quand on respecte un certain nombre de choses, mais il faut que la grappe soit grappée, mais pas trop serrée, parce que sinon ça rentre pas dedans. Donc il faut des conditions extérieures qui soient favorables. Il ne faut pas mettre quelque chose, faire le dégouttement à l'acide oxalique avec un bidon qu'on a gardé à température ambiante, soit 4 degrés, qu'on va balancer sur les abeilles. Faut que ce soit des ruches qui soient ouvrables facilement. Voilà. L'acide oxalique en fumigation, il faut qu'il soit applicable, c'est-à-dire qu'idéalement, il faut un fond plein, il faut une ouverture qui soit obstruée, il ne faut pas des trous partout dans la caisse. Il faut que le volume de la caisse soit compatible avec la colonie d'abeilles pour qu'on n'intoxique pas les abeilles, mais qu'on les traite suffisamment. Ce n'est pas toujours facile à maintenir aussi avec l'acide oxalique AMM, donc l'apibioxal qu'on va mettre dans les creusets parce que ça fait du caramel, qu'on passe son temps à gratter les creusets entre les ruches. Voilà, pour moi, l'acide oxalique, matière active, qui soit en dégouttement, aura la même efficacité et aussi peu d'effets indésirables. Si tu fais un acide oxalique et que ça flingue la colonie, c'est qu'elle était en train de mourir. Ou que tu en as mis 10 fois trop. Non, ça. Combien on met dans une ruche comme ça? On n'en met pas. Non, mais. Une bandelette seulement. Une petite bandelette. Alors. Dans les killers, tu les sauves. Non, mais dans ceux-là, Dans les mini plus, oui, mais dans les killers. Mais même, alors, on le fait en mini plus, hein, découper les bandelettes d'apivard. Combien est-ce que l'apivard, est-ce que la mitraze est uniformément répartie dans la bandelette? Comment? Pardon? Comment c'est réparti sur la bandelette? C'est pour ça que j'en mets une entière. Tu mets 2 éléments, t'en mets une entière, tu sais que. Le fournisseur, il nous dit, dans une bandelette, il y a 1 demi-gramme de mitraze. Il ne nous dit pas que dans une demi-bandelette, il y a 1 demi-gramme divisé par 2. Il dit, il ne faut pas la couper. Si tu la coupes, tu ne sais pas ce que tu mets. Peut-être t'en mets 2 fois trop dans une et rien dans l'autre. C'est quelque chose qu'on... Voilà, c'est une déformation professionnelle, je suis d'accord, mais le doute là-dessus, c'est on me vend un truc. On me dit, il faut mettre 2 bandelettes dans une ruche. On les découpe en 2 au milieu. Et ben, moi, je ne sais pas faire que dans une ruche, je vais pas... Le lot de 2 bandelettes qu'on va couper en 2, je le mets dans la même ruche. Je coupe pas tous mes bandelettes. tu mets les deux ensemble. Non. Je les détache, mais je les mets dans la même ruche. Oui. Je découpe pas toutes les bandelettes parce que je me dis, si ça tombe, elles vont par paire. J'en sais rien. Ouais, mais du coup, Nico, quand on dit dans une ruchette, on met On en une met seule qu'une. bandelette. Donc, Ouais, comment tu fais? j'ai C'est du plouf, mal à... Bah ouais. Mais du coup, est-ce que tu utiliserais des protocoles différents pour des modèles différents, plus petits par exemple? Est-ce que par exemple, nous qui hivernons énormément de O7 6 cadres ou de O7 12 cadrons, je devrais utiliser un autre protocole de traitement qui serait peut-être plus efficace? Alors là, je n'ai pas de réponse. Eh merde.
après, je sais qu'il faut qu'on fasse comme on peut. Est-ce qu'il y a du varroa ou est-ce qu'il n'y en a pas déjà? Parce que plus il y a eu de rupture de ponte, si tu as élevé, moins il y a à la fin. Et si on n'a pas le choix, j'aurais tendance à dire on coupe les bandelettes ou on met une bandelette entière. Ou la toxicité de la mitrace sur les abeilles, elle est suffisamment faible pour qu'on puisse augmenter les doses. Un mal pour un bien, je ne dis pas qu'il faut le faire. Je suis filmé. Je ne dis pas qu'il faut multiplier les doses, mais je dis qu'il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Pour ne pas générer de résistance. On générera moins de résistance si on met une languette entière dans une... Comme tu disais tout à l'heure, si le seuil c'est 50 et que tu mets 100, tu es sûr de les avoir. Voilà. C'est Donc l'inverse. Mais c'est c'est le problème on a un dispositif qui est adapté à une taille et effectivement la bandelette elle est adaptée à une taille de colonie. C'est la non-standardisation du matériel qui fait que ça complexifie. Quoi. Ouais. Et après, l'acide oxalique en fumigation ou l'acide oxalique en dégouttement, c'est peut-être plus facilement adaptable. Mais il faut de la petite seringue. Parce que dans des caisses comme ça. Ouais, mais pas là-dessus. Non. Si, on met 10 pour parce une filaire pleine. Le sujet que tu as abordé, les mini-plus à 12 canons. Bah oui. Pas Moi, je maximum. travaille aussi comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre comme traitement dedans? Moi, j'emploie de l'apitrase. Et de l'apitrase, ce sont des bandes de 30 cm. D'accord. Alors, tu vois, pour ce sujet. Oui, et le problème, c'est que quand on travaille sur du cadre de Mini Plus, la colonie, elle va forcément, quand c'est de la O7, elle va être étalée comme ça. Voilà. Comment on fait? Est-ce qu'il faut couper des lanières et les laisser épaisses ou les recouper en deux pour les répartir entre les différents? Il n'y a pas de réponse parce qu'on ne sait pas. Par contre, là où je reviens sur les comptages, c'est on fait et on vérifie. Et si ce qu'on vérifie, ça a marché, on peut se dire que ce qu'on a fait, c'est pas trop mal. Par contre, ça n'est pas une recette qu'on vous donne. Jamais. C'est quelque chose que vous avez inventé dans votre tête chez vous. Vous ne la diffusez pas sur les forums parce que ça veut dire que dans ce cas-là, vous faites de la prescription de choses à MM. Ta pratique et ta façon de le pratiquer, c'est la tienne. Voilà. C'est très difficile à retransmettre, vous savez bien. Ce que je vais vous expliquer moi, c'est ce que moi je fais. Mais vous le retransmettre à 100%, c'est pas quelque chose de simple. Donc c'est pas toujours facile. Ouais, mais elle est rapide, hein, on ne croirait pas comme ça. Mais l'apitrase, tu peux apparemment, c'est la même chose que la molécule, elle est la même que l'apivard. L'apitrase, c'est des languettes à 0,5 de 25 ou de 30 cm. C'est 25 ou 30 cm. Qui normalement s'adapte à des tailles de ruches un peu plus variables que l'apivard, qui contiennent 0,5 g d'amitrase, mais qui n'ont pas les mêmes excipients. Il semblerait que l'apitrase ait une action un peu plus flash que l'apivard, mais une durée d'action moins longue. Il semblerait. Vu qu'on n'a jamais analysé dans la même ruche un apivard et un apitrase. C'est-à-dire qu'avant, on a commencé par l'apistan, on est passé à l'apivard, et là, on est à l'apitrase. Alors pour moi, l'alternance entre apitrase et apivard, c'est pareil. C'est la même molécule. C'est la même molécule, c'est le même type de support et c'est la même modalité de travail. C'est-à-dire que tant qu'elles sont plus grandes. On change juste le labo et les excipients. C'est un changement mineur pour moi. Mais oui, si, je voulais juste revenir sur les mini plus. Là où un des piliers que je vous disais tout à l'heure, c'était l'inocuité pour le consommateur. Les mini plus produisent pas de miel. Donc on pourra moins facilement vous attaquer là-dessus que si vous jouez à l'apprenti sorcier sur des colonies qui vont produire une denrée à visée. Voilà.
Là, vous êtes plutôt dans le cadre où vous essayez de protéger vos abeilles et de lutter contre une présence de varroa dans des colonies qui pourraient. Et d'éviter, le truc, c'est toujours hiverner une reine. Ouais. Ça, c'est important. Après, bah, voilà. Qu'est-ce que donne la surconcentration d'amitrase sur la pérennité d'une reine? On sait qu'il y a des études à l'heure actuelle sur la fécondité des mâles sous présence de molécules chimiques comme ça, qui baissent, comme l'homme. Pareil. Et donc, en fait, quand tu élèves des ruches à mâles, et que vous connaissez le principe, les ruches à mâles, elles font que des mâles, l'idée c'est qu'elles fassent beaucoup de mâles, donc on a un couvain qui recycle beaucoup de varroa, donc il y en a qui se sont dit, on va mettre, elles font pas de miel, on met de la pivare tout le temps. Les mâles, c'est 0. ils valent pas grand chose. Donc je me dis, une reine qui est aussi élevée dans une ruche où il y a trop d'antiparasitaires, est-ce qu'on ne va pas écourter sa vie ou sa fertilité? En fait, on a fait trop de trucs à l'arrache pendant des années. Puis aujourd'hui, qu'on se rend compte qu'il y a une baisse de fécondité, une baisse de durée de vie des reines, une baisse de productivité de couvain et de productivité de miel, on essaie de gratter pour essayer de comprendre d'où viennent ces phénomènes. Et en étudiant les phénomènes les uns après les autres, on s'aperçoit que le traitement, il est responsable, que, en partie, que le varroa, il est responsable aussi, que le fait de croiser beaucoup d'abeilles, il y a peut-être une corrélation, on ne sait pas trop, quoi. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse un peu plus à pourquoi. Et pas seulement à essayer de diminuer le varroa, mais aussi de le diminuer sur du long terme, quoi. Et c'est ce que Nico a dit, c'est qu'en faisant des alternances de traitement qu'on va réussir à le faire à long terme. Parce que sinon, tu vois bien, c'est comme on disait, tu fais amitrase, puis la 5e année, dégringolade, 70% de perte, parce qu'il y a trop de résistance, et ceux qui restent dans la ruche, c'est toujours ceux qui résistent, quoi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le laboratoire Apinov à La Rochelle, qui font de l'art. Ils font des stages en permanence si on veut aborder, si on veut s'inscrire. J'ai un autre sujet à aborder, c'est les reines VSH. Tu n'as pas abordé ce sujet? Alors, non, j'aborde pas ce sujet-là parce que pour moi, c'est un sujet qui est non clos. j'ai eu Paul au téléphone cette semaine. Si je suis allé assister à l'insémination de 60 reines pour faire des reines VSH, et là, on va introduire du varroa sur Bruxelles. Chez Dubois. Alors, pour moi, c'est... Il y a l'association Aristabi quand même qui travaille bien. Il y a quand même des gens... Paul qui a travaillé bien, il y a José, il y en a plusieurs quand même qui travaillent sur le varroa. Mais il y a pas mal de gens qui ont bossé dessus en y mettant beaucoup de conviction et qui, au bout d'un certain nombre d'années, pas reviennent en arrière, mais n'ont pas l'efficacité souhaitée par rapport à l'investissement qui a été mis dedans. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que peut-être qu'il y a que les reines VSH sont plus tolérantes au varroa et donc vont permettre de vivre avec une pression varroa plus importante dans la ruche sans qu'une varrose ne se mette en place. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas se passer de traitement varroa, même sur des VSH. En fait, il faut bien prendre conscience que ça n'existe pas, VSH. On arrive à avoir des croisements génétiques par insémination qui vont donner des reines VSH, mais la retransmission de ce gène VSH, il est à la hauteur de 20% aujourd'hui. Moi, j'ai des reines VSH. Si je greffe sur des reines VSH et que je teste les filles, j'ai que 20% de rémanence de ce gène VSH. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a des reines VSH, ça n'existe pas. On a une résistance, enfin une tolérance varroa plus élevée sur un pourcentage de nos reines, mais qui n'est pas VSH à 100%.
Donc c'est pas, pour l'instant, il n'y a pas de transmission de ce gène VSH. Il est très difficile. Donc aujourd'hui, le VSH, ça reste sur des inséminés. C'est-à-dire, il y a aussi le problème s'ils sont fécondés avec un mâle ou plusieurs mâles. Bah, les one drone, ça vit pas, un one drone. Des one drone, enfin C'est de la recherche. Hein, ça reste de l'expérimentation pour l'instant. La fécondation un mâle, c'est pour faire des reines tout de suite, pour faire des croisements par consanguinité. C'est encore autre chose encore. Nous, on a des reines issues de one drone et ça n'a pas donné plus de VSH que ça. Hein. Non. C'est toujours 20% à peu près de rémanence. Tu vas avoir certaines reines ou certaines... Parce que nous, on a des saturations de zone. Donc, tu arrives à avoir une concentration de mâles VSH plus importante. Mais malgré ça, tu n'as pas forcément la transmission de ce gène sur les reines. Que l'on veut, quoi, c'est ça. Oui. Que l'on voudrait. Bah, tu fais 100 reines sur une inséminée. Tu voudras avoir 100 reines VSH en F1. Mais d'accord, mais au final, tu en as 20. Et puis, quand tu regreffes sur ces reines F1 qui sont VSH, et bah, tu n'as encore de nouveau que 20. Donc, de toute façon, ce n'est pas des caractéristiques fixées. Et encore 20, c'est parfois dans les bons... Ah ouais. Non, parce que j'ai été assisté à ça, on en avait fait 60. Alors, Ouais, mais tu sais, Paul, il fait des reines par centaines, et puis il y a des lignées qui sont VSH et qui ne sont pas transmissibles. La B11, là, celle qui avait été vraiment... qui est des premières lignées VSH. Moi, j'ai des reines VSH qui ne sont pas VSH, qui ne le sont jamais. Et nous, on fait de la perforation. Hein. Donc tu le sais si elle est VSH ou pas, plus ou moins. Après, il faut faire aussi du varroa phorétique, mais bon, c'est... Ben là, je sais que, comme ils ont été fécondés, là, ils vont mettre des varrois dedans. Oui, ils font de la festation commune. On aura le test que l'année prochaine, de toute façon. Il ne faut pas les voir cette année. Non, tu as le test phorétique. Quand tu insères des varroas phorétiques dedans, ce que tu fais, c'est que tu fais du comptage par des operculations et tu comptes le nombre de larves infectées. Et puis, bah, tu te retrouves à avoir de moins en moins de varroas dans les colonies qui sont aptes à nettoyer. Mais bon. Ou alors, ils font aussi avec de la neige carbonique. Mais... Après, il y a... C'est le même appareil qu'il y a là, et c'est le fait que tu mets un coup de bombe dedans pour la neige carbonique. C'est ça. Non. Avec une boîte de conserve et puis on met de l'azote et donc mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la sélection, c'est plus large que simplement sur un critère. Là, on part à fond sur le varroa, sur de la sélection. Peut-être on va trouver, réussir à faire une lignée qui transmettra du VSH. Mais qu'est-ce qu'on aura perdu à côté? Ça fait quand même déjà 10 ans Non. qu'on est là-dessus. Non, plus de 10 ans. Les premières études, elles datent de 1988. On a privatisé l'île d'Hawaï pour des chercheurs américains et 5000 ruches ont été mises par les Américains pour essayer de trouver ce varroa, cette résistance varroa. Mais ils se sont concentrés, comme Nicolas disait, que sur le critère de résistance au varroa, sans s'occuper des autres critères. Alors que en Europe, ceux qui s'occupent de faire du VSH, ils avaient tous les autres critères et ils ont mis en dernier critère de sélection le VSH. Donc c'est totalement un travail différent. Et aujourd'hui, il y a des lignées qui sont VSH. Mais, encore une fois, des lignées qui sont VSH, le principe de fécondation de la reine, des reines, vous savez bien, c'est des mâles de différentes ruches qui peuvent venir féconder la même reine. Et donc, la caractéristique VSH n'est pas transmissible à 100%. Tout simplement. C'est-à-dire que la reine, elle est peut-être porteuse du gène, mais comme tu n'as pas le mâle qui est approprié, ça marche à un pourcentage réduit. Exactement. Je suis d'accord sur ce que tu dis. Bah, même si tu n'étais pas d'accord, c'est comme ça. Donc, c'est pas parce que tu dis que tu es d'accord ou pas d'accord, c'est que c'est comme ça. C'est la génétique, elle dit que c'est comme ça que c'est transmis. Si ça marche, bah, on est content, mais parfois ça ne marche pas. Et souvent ça ne marche pas d'ailleurs. Mais c'est le truc à la mode en ce moment quand même. C'est pas. Bah, trouver une solution. Celui qui suit cette traite. Trouver une solution pour ne pas avoir de baisse de productivité, de baisse de dynamique de la colonie. Là, le fait de ne pas traiter, ça n'existe pas. On sera toujours obligé de traiter. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qu'il faut, c'est baisser la pression varroa pour permettre de garder la colonie en dynamique et d'avoir une récolte jusqu'à la fin. C'est ça qui est important pour nous. On ne va pas se mentir, on fait du miel. Avoir des abeilles en bonne santé qui font du miel, c'est notre objectif. Donc le VSH, ça passe peut-être par le VSH.
mais pas sûr. Tu as tout dit? Ouais, bon, on fera après. Bon, bah les copains, je crois qu'on va arrêter là, parce que on va arriver à la fin de la vidéo, et puis on va continuer à discuter entre nous comme on fait habituellement. Donc je remercie vraiment Nicolas, c'était vraiment... Puis merci à tous, vous pouvez aussi vous applaudir. Hein. On est de plus en plus nombreux. Ouais, il nous là. Wow.